m'excite pas. Alright, motherfuckers. Let's fucking party tonight. Right, let's go. I got a big bald head, all the better to make love. You find me in the club, fucking it up. Tuck my dick up in my legs and I tape it up. Now I look so pretty, I'm $1,000,000. I'm a cross-dressed man and I'm here to dance. I got an intro, I'm stuck in my boot cup. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Star Trek pour les nuls. Salut Marco, comment ça va? Bonsoir, ça va super. Et salut Guillaume, comment ça va? Je choisis au hasard, c'est pour ça, mais les intonations étranges. Il n'y a pas de problème. Écoute, ça va, je rentre du resto, j'ai testé un cocktail, alors si je pars un petit peu en cacahuète, c'est normal. Voilà. Et je tiens à préciser d'ailleurs, justement, comme un petit départ aux cacahuètes, tu dis bonjour, bonsoir. Alors moi, je pense qu'il faudrait peut-être un petit peu plus varier, parce que s'il y en a qui t'écoutent le matin, tu vois, tu leur as pas sauté bon matin, tu vois. Genre, bon matin, voilà, bon appétit. Voilà. J'aime bien dire bon appétit à la fin de l'émission, parce que j'imagine les gens nous écouter en train de manger. J'essaierai de dire ça à l'avenir. Promis. Allez, Bon allez. matin, bonne Alors, fin t'as déjà vu d'après-midi. des gens qui mangent pendant 2 heures, toi, à part au repas de famille? Comment? Des gens qui... Qui mangent, parce que nos émissions sont souvent plutôt longues, donc je me demande, est-ce que enfin, c'est rare les gens qui mangent pendant Oui, 2 c'est heures vrai. quand même. C'est vrai. Et les émissions qu'on fait sont assez longues pour faire la transition pendant les repas de famille de l'apéro jusqu'au dîner. Ah ouais, bien. le deuxième On bosse apéro. bien français, ouais. C'est ça. Mais oui, ou alors par tranche d'une heure, ça leur fait une semaine de travail. Tu sais, la pause de midi. Ah, bon, c'est bref. Et bonsoir Thierry, comment vas-tu? Bonsoir. Ça va. Notre routine podcastique reprend et donc c'est cool. Voilà. Plein d'émissions. Oui, plein d'émissions. Désolé, j'ai mis du temps à rebondir parce que j'avais coupé mon micro et j'étais en train de vous envoyer un message en vous disant pensez à couper vos micros. Désolé. Et d'ailleurs, en parlant de routine, tiens, c'est très très bien ce que tu viens de me dire comme mot, parce que on a demandé avant d'enregistrer quelques questions. Alors, cette émission, vous avez lu le titre, c'est pas une émission FAQ, mais je me suis dit, pour lancer les émissions, les démarrages, on va demander à chaque fois quelques questions aux personnes qui nous écoutent. Et Doc nous en a envoyé 5. Il y en a une, c'est le sujet de notre émission. Donc lui, il demande qu'est-ce qui définit un bon Star Trek. Nous, on va se demander les uns les unes les autres, qu'est-ce que c'est au final Star Trek, hein, et voir à quel point c'est une question extrêmement personnelle, mais j'y reviens dans quelques minutes. Et je vous propose sur les 4 questions restantes, on va voir la durée des questions, mais je pense qu'on va pas toutes les faire, 2, ce serait bien. Il nous demande, Doc, qu'est devenue la famille O'Brien? C'est la famille Wow. la plus importante de l'univers. Voilà. Et O'Brien, c'est l'être humain le plus important de l'univers. De façon canon, je ne sais pas déjà, parce que leurs aventures s'arrêtent à Deep Space Nine. Mm-hmm. On n'en parle pas dans les autres séries. Donc... À cette heure, comme pour la majorité, à part Worf des personnages de Deep Space Nine, on n'en sait pas plus, quoi. On n'en sait pas plus, disons, sur ce qui est canon. En tout cas, on n'en sait pas plus. Après, il y a des comics, j'imagine, qui doivent en parler. Il y avait juste, mais bon, encore une fois, ça c'est de l'histoire ancienne, parce que ça date de 2016, ou un truc comme ça. Il était juste dit dans le fan-film Star Trek Renegades. Alors, je prends pas ce fan-film par hasard, je le prends parce que il a été créé à la base par Tim Russ, donc qui joue Tuvok dans Voyager, et que dans le premier fan-film Star Trek Renegades, Walter Koenig avait joué le vieil amiral Chekhov, du coup, âgé de 100 et quelques années, un petit peu comme DeForest Kelley avait joué dans le premier TNG. Voilà, dans le premier TNG. Que dans ce fan-film-là, il y avait beaucoup d'acteurs en fait de cette génération-là. Et dans le second film qui était en préparation, du coup en 2016, donc de Star Trek Renegades, pile quand la guideline des fan-films est tombée sur le monde des fans, en fait, qui a totalement saccagé le projet. Il devait y avoir déjà Nichelle Nichols qui avait fait du tournage pour ce fan-film.
Et il y avait, alors du coup, on en a en plus parlé avec Margot il y a pas longtemps, il y avait, si je dis pas de bêtises, Anna Atae, et pas Anna Atawe, c'est 2 personnes différentes, qui jouait la petite Molly O'Brien dans DS9. Ah, Molly. Voilà. Qui donc maintenant est l'actrice est âgée d'une 30aine d'années, et qui était revenue jouer le rôle de Molly O'Brien, qui était du coup dans Starfleet. D'accord. Voilà. Donc même dans le fan-film, on continue de considérer que l'univers est extrêmement minuscule, mais ok. Voilà, bah après, oui, bon, mais après c'est cool, c'est un fan-film, c'est fait pour ça. Voilà, ils ont l'excuse du fan-film, ils ont quand même l'excuse aussi d'avoir été fait par Kim Russ, quoi. Moi, je me demande ce qu'est devenu Molly, Keiko et Miles. Est-ce qu'ils sont restés sur Deep Space Nine? Je les vois pas y rester. Attends, si. Alors, après, l'autre réponse que tu peux apporter, c'est si vous avez vu le documentaire sur DS9. Oui. Mais justement, dans le documentaire sur DS9, tu vois, ce qu'auraient fait les producteurs si aujourd'hui tu leur donnais une saison 8. Je me souviens plus, ils le disent, mais je m'en souviens plus. Alors, il me semble que les O'Brien sont repartis. De toute façon, Miles, il s'en va de DS9 à la fin de la série. Voilà, donc toute sa famille, lui. Officiellement, il est nommé professeur à Starfleet. Il a une chaise à Starfleet. Oh. Bah, c'est ce qui est dit dans le dernier épisode de DS9. D'accord. Déjà. Donc ça, c'est canon à la fin de DS9. Il me semble que justement, du coup, dans le speech, le pitch, pardon, qu'ils font, donc Ira Steven Behr et tout font dans le documentaire, ils parlent des O'Brien comme ils reviennent sur la station parce que un des personnages. Parce qu'il manque un boulon et il y a que Miles qui pouvait. Ok. Mais sinon, je sais plus si sa fille est dans Starfleet ou pas. Je crois qu'on parle effectivement que Molly est dans Starfleet. Hein, quand même. Ok, d'accord. Oui, bon après, ok, d'accord, ça marche. Alors on va quand même enchaîner parce que je vois, c'est affreux. On enregistre présentement sur un logiciel, une web app qui s'appelle Zencaster et qui, la version gratuite bloque l'enregistrement à 120 minutes. Et je vois le décompte des minutes, on est déjà à 113 minutes. Donc ça me fait flipper, je supporte pas ce genre de truc. Et il nous demande une question qui m'a un peu énervé. À quand le retour de l'univers miroir? Bah, c'est pas si vieux déjà le retour de l'univers miroir, parce qu'on y a eu droit avec Discovery. Avec Discovery, ouais. Moi, c'est un des rares trucs que je suis content que Picard ait pas fait, tu vois. J'ai aucune affection pour ça. Dans la saison... Enfin, non, dans la saison 2, ils l'ont pas vraiment fait, mais... Enfin, c'était un peu... Oui, d'ailleurs, c'était un peu... C'était un univers alternatif. D'accord. Ouais, oui, c'est un univers alternatif, mais c'est vrai que la manière dont ils présentaient Jean-Luc et tout était un peu... La saison 2, de toute façon, c'est simple, c'est un remake de First Contact. D'accord. Non, mais voilà, t'as un truc qui est modifié dans le passé. Ah, il faut remonter le temps pour le corriger, sinon l'univers va être pourri. Voilà, c'est le pitch de First Contact à la base. Ouais. Après, je pense que peut-être que Strange New Worlds va aussi nous servir un épisode miroir, peut-être. Ce serait, je sais pas. Ça ferait partie de la formule, j'ai envie de dire, parce que presque toutes les séries ont eu droit à leur univers, enfin leur épisode univers miroir. Donc, alors, avec plus ou moins d'importance. Oui et non, parce que avec un peu de chance, Strange ne le fera pas, parce que théoriquement, avant TOS, on c'est vrai qu'ils l'ont pas encore vu, donc oui. Ouais, enfin, Discovery l'a fait dès le 5e épisode. Mais Enterprise aussi l'a fait, il me semble. Hein. Oui, Enterprise aussi. Voilà. Oui, mais alors Enterprise l'a fait, mais voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui vient de l'univers miroir dans notre univers, et il n'y a personne de cet univers de l'époque d'Enterprise qui va dans le miroir. On suit une intrigue totalement séparée dans l'univers miroir. C'est que le vaisseau qui se retrouve dans l'univers miroir. Et c'est un vaisseau de l'époque de TOS, justement. Voilà. Et d'ailleurs, petit détail, c'est con, mais quand tu compares les plans qui sont faits sur la passerelle quand ils arrivent sur la passerelle de l'USS Constitution, du coup, ils ont repris au détail près la position des cadavres qu'ils trouvent sur la passerelle. Oh. Tu compares avec le plan qui est fait sur TOS, tu vois un mec à moitié couché sur la marche du fauteuil de capitaine, il est exactement dans la même position, au même endroit, c'est bluffant de... Comment ils sont arrivés à reprendre exactement le même truc, c'est assez bluffant. Voilà. J'imagine que t'as fait comme moi, mais du coup j'en profite pour dire que ça vaut vraiment le coup de regarder The Tolian Web, plus les 2 épisodes miroir d'Enterprise à la suite. Ça rend bien. Je l'ai pas fait, non. Ah, c'est pas mal, ça. Ouais. Je l'ai pas fait, mais ouais. Ok, je pensais que c'est comme ça que tu le savais, parce que t'avais...
Parce que là, ça se suit bien et ça respecte bien le truc. Et c'est très cool, quoi. Et dans Enterprise, du coup, quand on voit l'Enterprise de TOS, l'éclairage est quasiment le même. Ils ont bien repris l'éclairage. Je dis ça parce que Picard, l'éclairage est tout jaune, on dirait un film de Jean-Pierre Jeunet, je sais pas pourquoi. J'ai pas compris. C'est ça. Alien 4 Alien 4 est très très bon. Il est très jaune. Un peu moins, ouais, jaune. Il est très jaune, comme le décor qu'utilise Dragor actuellement, puisque là on est tous et toutes avec nos webcams, et Dragor nous a mis un très beau Klingon dans un décor un peu égyptiano inspiré, avec des Klingons à la place des statues de divinités égyptiennes, mais du coup dans une lumière chaude, baignant de orange et de jaune. Bien, ce soir, hein, on va se retrouver parce que, je ne me souviens plus, je saurais plus dire. C'était dans le Discord. On a eu une discussion et je cherche voir si je vais trouver l'historique, mais je vais pas le trouver. Est arrivé au bout d'un moment la question d'une personne qui disait c'est pas comme ça que je vois. C'est pas comme ça que je vois Star Trek ou je ne sais plus quoi. Est-ce que je vais le retrouver? Je ne sais pas. Alors moi, si tu me permets, j'aimerais juste préciser que moi, c'est pas comme ça que je vois à peu près tout mon univers. Hein, voilà, c'était pour la petite boutade. Bon, voilà, c'était juste pour ça. Merci beaucoup. Oui, voilà. Non, mais c'était suite à nos très nombreuses critiques du Star Trek de Kurtzman. Papacha nous rappelait que à une époque, on demandait dans les magazines si Deep Space Nine était vraiment une série Star Trek. Et du coup, moi, je me suis dit, tiens, ça m'amène la question, en fait, en réalité, au final, c'est quoi Star Trek? Parce que qu'est-ce que chacune d'entre nous voit dans Star Trek pour en être au point d'aujourd'hui, en 2023, s'enregistrer derrière des micros pour parler de Star Trek, de notre passion? Qu'est-ce qui nous passionne? Qu'est-ce qui fait? Parce que, vous voyez, il y a 3-4 ans, je sais plus quand je faisais des podcasts avec Cyril, avec Trek in Storia, j'ai découvert un truc. J'ai découvert qu'il y avait des gens qui étaient fans des vaisseaux spatiaux de Star Trek et qui regardaient Star Trek juste pour les vaisseaux spatiaux et qui disaient « Oh non, encore un épisode holodeck, je vais pas avoir de vaisseau ». Alors que moi, j'avais même pas fait gaffe qu'il y avait des vaisseaux dans Star Trek. Enfin, évidemment qu'on les voit, et évidemment, surtout quand t'as vu le premier film, tu te dis, il aimait bien sa maquette, celui-là. Mais moi, c'est pas quelque chose qui me parlait particulièrement. C'est quelque chose que je voyais et je passais à autre chose. Et quand Cyril m'a dit ça, je me suis dit, mais oui, évidemment. Évidemment que les gens qui aiment les vaisseaux spatiaux et les designs technologiques futuristes sont fans de Star Trek, évidemment. Donc, je voulais vous demander, chacune, avant de demander c'est quoi Star Trek, qu'est-ce que vous cherchez, vous, personnellement, dans Star Trek, Guillaume? Alors déjà, parce que ça, c'est un truc qui est très important, je l'avais précisé. Alors Margot, ça va te dire quelque chose puisque c'est par cette vidéo-là que tu m'as connu avant que moi je te connaisse. Je l'ai précisé dans ma vidéo sur la Kelvin Timeline que j'ai fait lorsque j'étais encore au Star Trek French Club. Il y a autant de façons d'aimer un univers, ou même d'aimer quelque chose, que ce soit un univers de fiction ou même une thématique comme du sport ou de l'art, etc., qu'il y a de personnes pour aimer cette thématique. Oui, il y a un couvercle pour toutes les casseroles. C'est ce qu'on me disait quand j'étais ado et que je disais que j'étais moche et que j'aurais jamais de nana. Voilà, mais t'inquiète, on me l'a dit aussi. Je suis toujours célibataire et sans enfant. Et moi, j'ai 3 enfants et je suis la plus belle femme de la Terre. Merci. Écoute, profites-en. Et donc ça, déjà, c'est le truc qu'il faut admettre. Si vous partez du principe, si quelqu'un qui écoute cette émission part du principe que lui, il a tout compris et qu'il a raison, vous avez forcément tort. Parce que là, vous n'allez pas vous mettre à détester l'univers, vous allez vous mettre à détester les personnes qui l'aiment. Et là, il y a un problème. Personne ne détient la vérité. Ici, il y a que des avis subjectifs, que ce soit ici ou n'importe où ailleurs, il y a que des avis subjectifs qui sont déterminés par notre personnalité et par notre vécu. Et effectivement, la question de base qui est de dire, avant de savoir ce que représente Star Trek pour nous,
c'est bien de savoir ce qu'on recherche. Ça, c'est une très bonne entrée en matière, c'est une très bonne question. Alors, je vais essayer d'expliquer un petit peu, ça va être un peu compliqué parce que je vais parler d'autres univers adjacents que moi je connaissais et desquels je me... Stargate va arriver dans 3 secondes. 3. Non, Agent du Shield, moi je parie sur Agent du Shield. Merde, c'est soit l'un soit l'autre. Eh bien non, vous avez tous les deux faux, c'est Assassin's Creed. Mais oui, mais voilà. Forcément, mais c'est pas du tout dans alors, non, mais en fait alors si, c'est dans l'univers cinématographique puisqu'ils ont fait un film en 2016, quoi que vous en pensiez. Moi, quand j'ai vraiment connu Star Trek... Attends, il y a vraiment des gens qui ont vu ce film. Mais t'inquiète, mec, j'étais au cinéma en cosplay, fais pas chier. T'étais en cosplay. David aussi, Thierry. Mais bah oui, il est pas mauvais pour un film d'univers étendu. Il est pas mauvais du tout en fait. C'est pas le débat. Moi, quand j'ai commencé à connaître Star Trek, je baignais énormément dans l'univers Assassin's Creed, qui te présente un univers où il y a un ordre secret qui veut se battre pour la liberté, le libre arbitre de l'humanité, parce qu'il pense que le libre arbitre peut mener à la paix, et un autre ordre secret qui veut dominer le monde, parce qu'il pense que la paix ne peut s'obtenir que par la domination, l'ordre et l'uniformisation. Et donc tu as ce second ordre secret qui fait de la corruption à tout va, et qui essaie d'imposer une décision, même si elle est désapprouvée par une population, qui essaie de supprimer le libre arbitre. Voilà. Et moi, j'aime bien cette espèce de cause de lutter pour la liberté, etc. C'est quelque chose qui, moi, me touche. Et l'univers Assassin's Creed, mine de rien, te présente un univers où tu as un ordre qui va t'accueillir, quel que soit ton sexe, quelle que soit ton orientation, quelle que soit ta différence, parce que ce qui compte, c'est la liberté. Pas qui tu es, mais la liberté. Donc, voilà. Et j'arrive dans Star Trek, qui, lui, me présente un monde où, en fait, cette liberté est acquise. Cette absence de corruption au sein de la Fédération, au sein de Starfleet, est présente, est bien là. Sauf dans TNG. Oui, c'est sûr. Et dans DS9 aussi, si on va parler avec l'amiral Letton. Mais tu vois ce que je... Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est de base, c'est un des principes de base de Star Trek. Oui. Voilà, c'est-à-dire que dans l'humanité, tu n'auras plus personne qui va imposer une décision unilatérale à une population si elle ne l'a pas décidé ainsi. Tu n'auras plus de cas de corruption comme nous, on a dans les gouvernements du monde entier, en fait, tout simplement. Tu n'auras plus d'ascension vers le pouvoir pour le pouvoir. Tu vois ? Et Star Trek a commencé à me plaire parce que justement, j'aimais bien cet univers où il n'y avait même plus ce combat à mener. Contrairement à notre monde, ou contrairement au monde, par exemple, d'Assassin's Creed. Voilà. Moi, c'est ça que je recherchais quand je suis arrivé dans Star Trek. Et comme j'ai commencé par la Kelvin Timeline, et là, vous avez raison, je vais les évoquer. Effectivement, la Kelvin Timeline, moi, m'a plu au départ parce que j'ai retrouvé dans cette Kelvin Timeline le côté in extremis et le côté un petit peu le côté de construction des personnages que j'avais déjà trouvé dans Stargate, effectivement, plus limite Stargate Atlantis. Voilà, où t'as 36 000 comptes à rebours par scène, en fait, tout simplement, où il faut sauver le monde 3 fois dans chaque épisode, et c'est con, mais la Kelvin Timeline s'inscrirait bien dans cette lignée, en fait, de séries in extremis, que la série originale, d'ailleurs, a initié, comme l'a fait Stargate, en fait. Voilà. Ouais. Et c'est ça qui m'a au départ plu. Mais quand j'ai découvert tout le reste de l'univers, c'est aussi cet idéal de... en fait, je me suis dit, c'est pour ça que je te dis que c'est un petit peu compliqué pour moi d'expliquer, parce que si les gens ne connaissent pas l'univers, voilà. Quand j'ai commencé à découvrir les autres séries Star Trek, je me suis dit, c'est un univers dans lequel, par exemple, l'ordre des assassins d'Assassin's Creed ne serait tout simplement plus nécessaire. Il n'aurait plus lieu d'être, parce que tous les combats qu'il mène dans son univers seraient gagnés ici. Donc il n'aurait plus vocation d'exister. Et j'aime bien ça. Puisque t'as plus de corruption, t'as plus de domination, t'as le respect du libre arbitre, t'as le respect de l'humanité, t'as le respect de l'individu. Et cette éducation qui fait qu'on est conscient des responsabilités. Donc c'est très bien. Et moi, c'est ça qui me plaisait, c'est ça que je recherchais quand je suis arrivé dans Star Trek, en fait. Voilà. Ok. C'était quoi déjà ma question? Et toi, Thierry, qu'est-ce que tu recherches dans Star Trek quand tu lances un épisode? Alors, je vais en fait... ou un film, pardon. Pour ceux qui se rappellent, t'avais lancé une série de capsules qui s'appelait Pourquoi Star Trek c'est génial, où tout le monde avait un peu envoyé pourquoi on aimait Star Trek en fait. Et donc je l'ai réécouté avant l'émission.
Et du coup, il y avait 5 points, en gros, de ce qui me plaisait dans Star Trek, et donc ce que je recherche encore aujourd'hui quand je lance un Star Trek, c'est donc de me retrouver dans son univers. Voilà, c'était surtout la richesse de l'univers et puis sa cohérence. On peut parler au passé, hein, vraiment. La dynamique narrative qui est propice à la réflexion philosophique. Donc j'avais un peu détaillé, mais je vais pas détailler tant que ça maintenant parce que faut qu'on fasse l'émission, enfin le cœur de l'émission aussi. Mais en gros voilà, la manière dont les choses sont faites dans les Star Trek que j'aime, il y a toujours des éléments scénaristiques qui vont amener la réflexion philosophique et qui vont se faire presque d'eux-mêmes en fait. Voilà, il y a dans le troisième point, c'était un peu la posture politique, donc c'est un peu ce que disait Guillaume, c'est un peu l'utopie de la fédération, ce côté progressiste, de montrer un monde progressiste. Et ça amène au quatrième point, c'est qu'il y a des codes sociaux différents, c'est-à-dire que la manière dont les gens interagissent dans les Star Trek que j'aime n'est pas la manière dont les gens interagissent aujourd'hui dans notre monde. On va être plus il va y avoir plus sur le dialogue, une résolution des conflits qui tend plus vers le pacifisme et vers la compréhension des besoins de l'autre et des intérêts matériels divergents pour trouver des compromis qui plaisent à tout le monde, etc., etc. Et le cinquième point, c'était la littérarité. C'était le côté vraiment très littéraire de Star Trek dans sa construction, dans sa narratologie, et aussi son rapport à la littérature en lui-même. Le fait qu'il y ait beaucoup de références à la littérature dans Star Trek, etc. D'accord. Voilà. C'est énorme, tu vois. C'est pareil. Ok. Et toi, Margot, qu'est-ce que tu recherches dans Star Trek de manière générale? C'est une question difficile. En vrai, quand j'ai commencé Star Trek, en vrai, je m'y suis lancée un peu à l'aveugle, en fait, parce que c'était pas tant l'univers lui-même qui m'intéressait, parce que quand j'ai commencé Star Trek, j'avais aucune idée de ce dans quoi je m'embarquais, genre vraiment. À la base, j'avais commencé. Le premier film que j'ai vu, c'était Into Darkness, du coup, parce qu'il y avait juste un acteur qui m'intéressait dedans, et voilà. Et je te vois, Guillaume. Bénédicte. Benedict Cumberbatch, tout à fait, hein, le seul et l'unique. Et à la base, voilà, j'avais totalement. Mais voilà, à la base, j'avais commencé Star Trek pour ça. Et puis, en revoyant Into Darkness, du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, les personnages étaient plutôt intéressants, que l'univers avait l'air lui aussi intéressant. Et puis, il y avait certains mystères, certaines références que j'avais pas et qui me faisaient envie, en fait, et qui m'ont donné envie de découvrir le reste. Et du coup, je crois que la série suivante que j'ai regardée, c'était TOS, du coup. Et je pense que le moment où réellement ma vision de Star Trek a commencé à changer, je pense que... Je sais pas si ça arrivait avant, mais il y a vraiment un épisode en particulier qui m'a marqué dans TOS. C'est... comment il s'appelle Je crois que c'est Let This Be Your Last Battlefield, il me semble. Je crois que c'est celui-là. Où on a cet épisode de transposition sur le racisme avec cette race alien de personnes qui sont à moitié noires, à moitié blanc, en fait. Et inversement. Ouais. Et je crois que c'est cet épisode-là qui En réalité, ils sont à moitié noirs, à moitié blanc. Ouais, si tu c'est la sous-espèce qui est à moitié blanche, à moitié noire, je plaisante. Ça, franchement, c'est tout le point de vue, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, je pense que voilà, ça doit être un des premiers épisodes qui m'a réellement marqué dans Star Trek, qui m'a fait changer de vision sur la chose, parce que avant, j'étais plutôt intéressée par les personnages, les relations entre eux, parce que moi, c'est ce que je recherche quand je regarde une série ou un film ou quoi. Je suis surtout très attachée à cet aspect-là. Je peux passer au-dessus des incohérences ou ce genre de choses si les personnages sont bons, si leurs relations sont bien développées, s'il y a tout ça, en fait. Mais là, avec cet épisode-là, je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose dans Star Trek et ça m'a donné envie de voir la suite. Et ensuite, avec TNG et Voyager et Deep Space Nine et tout, de plus en plus on retrouvait ce genre d'épisode. Et au final, c'est devenu un peu une attente pour moi. C'est-à-dire que pour moi, maintenant, Star Trek, c'est une série qui pour moi, doit questionner, en fait. Qui certes se doit d'être un divertissement, avec des bons personnages, avec de l'humour et tout ce qui va bien. Mais pour moi, les épisodes les plus mémorables que j'ai pu voir, c'est ceux qui font surtout de la critique sociale ou de la transposition ou des choses comme ça et qui nous parlent à nous, en fait, à notre époque, alors que c'est de la science-fiction.
voilà, pour moi, c'est les concepts de science-fiction qui parlent à notre époque et qui sont ancrés dans leur époque de production, qui pour moi font la beauté de Star Trek en fait. Et c'est aussi pour ça que certaines des dernières séries m'ont parfois un peu déçue parce que j'arrive plus à retrouver ça. Et c'est terrible parce que les nouvelles séries essayent de se concentrer plus, enfin pas forcément plus, mais se concentrent sur les personnages. Et pourtant, j'arrive pas à apprécier ça autant qu'avant. Parce qu'il me manque cette transposition, il me manque cette critique sociale et tout ça. Et c'est, enfin, je trouve ça un peu triste, quoi. Mais voilà, j'ai développé cette attente-là envers Star Trek de me dire, un épisode de Star Trek, ça doit me retourner le cerveau. Ça doit me dire, tu vois cette chose-là que tu pensais immuable, dont tu étais convaincu que c'était la bonne chose à faire ou que y a telle personne qui est méchante et telle personne qui est gentille, par exemple. Et ben en fait, on va te prouver que t'as tort et qu'il y a des arguments des deux côtés. Et à la fin de l'épisode, tu n'as pas de réponse en fait. Tu sais pas au final qui a raison, qui a tort. Mais c'est pas grave parce que le but de Star Trek, c'est avant tout de questionner. Raison, ouais. Voilà, c'est. Mais c'est avant tout, c'est de questionner. C'est le but de Star Trek pour moi, c'est de questionner. Et enfin voilà. Et aussi, j'aime cette vision de Star Trek, de cette humanité qui s'améliore et qui est pas parfaite et qui essaye toujours de faire mieux, même s'il y a des erreurs, même si tout ça, je veux dire, voilà, Star Trek c'est utopique, mais c'est pas oh, l'humanité a atteint la paix incommensurable et éternelle et tout ça, c'est vraiment, en fait, c'est un exemple. Pour moi, voilà, pour moi, c'est quoi Star Trek ? Pour moi, Star Trek, c'est un exemple de ce qu'on devrait suivre, en fait. C'est-à-dire, pas chercher à tout prix la perfection, mais chercher à s'améliorer à tout prix. Et à se questionner constamment et à pas se reposer sur nos acquis et sur le statu quo, en fait. Voilà. Moi, c'est ça, à l'heure actuelle, que j'attends de Star Trek et que j'ai du mal à retrouver dans les nouvelles séries. Parce que soit on n'a pas cette idée d'amélioration, soit on te montre une fédération qui se veut très lisse, très parfaite au final et qui effectivement a toujours raison, est toujours dans le juste et tout ça. Ou bien qui ne l'est pas nécessairement en plus. Hein. Voilà, et j'ai l'impression qu'à certains moments, on ne questionne plus vraiment, en fait, et on te dit juste, bah tiens, pose ton cerveau et enjoy, tu vois, et j'arrive plus vraiment à retrouver justement ce que je recherche dans Star Trek, et c'est, voilà, ça m'attriste un petit peu. Même si bon, il y a toujours de bonnes surprises, il y a toujours de très très bonnes surprises, hein, mais voilà. Et d'ailleurs, c'est dommage parce qu'au final, les séries qui respectent le plus cette vision-là, en gros, c'est la série animée. Et pour le coup, c'est une série humoristique, très légère, trop légère, même s'il y a de très bons épisodes. Quand on repart dans du Star Trek historique, on va dire, parce que du coup, voilà, on est dans de la légèreté forcée un peu, et c'est exactement ça, ouais. Bon, bref, ok. Bon, voilà, on vient de voir qu'on avait des visions, des attentes relativement proches et différentes à la fois. Hein. Chacun a soulevé un point que d'autres n'ont pas soulevé, pardon. Et donc déjà, on a une disparité de points de vue, de vision, de demande, d'attente de la part des spectatrices, des spectateurs. Mais maintenant, on va essayer de se pencher sur ce qu'est, c'est quoi Star Trek. Donc, je vous ai préparé, pendant que tu parlais, Margot, parce que je n'ai pas eu le temps de préparer cette émission. Waouh! Je l'ai demandé il y a 2 semaines, en vous disant, ce serait bien que vous soyez prêts. Margot, elle arrive, elle me dit, j'ai rien préparé. J'étais bon, moi non plus. Moi, hier, je connaissais même plus la date. Voilà. Donc voilà, on est si Thierry il a préparé en écoutant nos très vieux podcasts. Et bon bref, mais pendant que tu parlais, j'ai essayé de lister un peu suivant ce que vous avez dit tous les trois. Qu'est-ce que c'est Star Trek ? Qu'est-ce qui définit l'essence même de Star Trek ? Et le premier point que j'ai tiré, c'est une utopie. Est-ce qu'on est d'accord
que Star Trek. Alors encore une fois, oui et non. Ah, oui et non, ok. En fait, si tu veux... Alors, j'ai mis un petit point d'interrogation à côté du mot utopie, du coup. En fait, si tu veux, moi déjà, j'ai du mal avec le terme d'utopie parce que superbe... Je vais faire semblant de le voir, super point d'interrogation. J'ai du mal à voir les points. Je vois le machin au-dessus, mais le point... C'est pour ça que j'ai du mal avec... voilà. Okay. Et en fait, si tu veux, déjà, j'aime pas le terme d'utopie parce que le terme d'utopie, si je dis pas de bêtises, signifie que c'est impossible à atteindre. Et moi, j'ai envie de partir du principe, peut-être un petit peu fou ou idéaliste, que si quelqu'un y a pensé, c'est que c'est atteignable. Et vu que Star Trek s'appuie plus sur un but utopique social, plus que scientifique ou technologique, puisque l'évolution scientifique et technologique ont juste suivi avec la quantité de l'humanité, je pars du principe qu'une société à la Star Trek, dans notre monde actuel, pour moi, ce n'est faisable, enfin, ce n'est infaisable que parce que beaucoup ne voudraient pas. Mais pas parce qu'on ne peut pas. Donc, déjà, j'aime pas spécifiquement le terme d'utopie. Ensuite de ça, le problème, c'est que si tu dis qu'est-ce que c'est Star Trek et que tu dis que c'est une utopie, ça veut dire que tu prends en compte effectivement les séries de ces dernières années, où pour moi Star Trek n'est plus une utopie. C'est-à-dire que on a Matou qui nous avait dit une fois, quand on avait fait, je crois quand on avait fait l'émission sur la KTL ou une autre émission, il m'avait dit les films de la KTL me montrent une fédération dans laquelle je ne me projette pas, dans laquelle je n'ai pas envie de vivre. Bah moi je le ressens dans ces derniers films. Enfin je le ressens dans ces dernières séries. J'ai pas envie de vivre dans la société que me présente Discovery ou Strange New World ou Picard, parce que mine de rien, Starfleet ne se remet pas en question. Et Starfleet se contredit elle-même. D'un côté, c'est une promesse d'égalité. De l'autre, ils envoient des membres de la sécurité, des gros bras arrêtés et mettre à l'isolement un officier juste parce qu'elle est ce qu'elle est. Même pas par rapport à ce qu'elle a fait, mais ce qu'elle est. Alors qu'ils ne l'ont pas fait dans une autre série. Donc si tu veux, tu as cette contradiction. Donc déjà, ça dépend de la période que tu examines dans Star Trek. Voilà. Pour moi, Star Trek est une utopie, au moins jusqu'en 2016, mais c'est tout. À partir de 2017, j'ai un petit peu plus de mal à l'apercevoir. Ok. Voilà. Margot, de base, est-ce qu'on peut dire que Star Trek est une utopie ou... Je suis assez d'accord avec Guillaume sur le fait que le fait que utopie ça veut dire qu'on peut pas l'atteindre et tout ça. Pareil, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Je pense que si tout le monde s'y mettait, je pense qu'on serait capable d'atteindre ce genre de choses. Déjà, oui. Bon, après, c'est pas un concours Miss France, hein, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de dire ce genre de choses tous les deux. Non, bien sûr, mais rien que le fait en fait que ça ait pu, comment dire, que ça ait pu venir à l'idée de quelqu'un, cette vision donc de Gene Roddenberry et de tous ceux qui ont écrit Star Trek après lui, rien que ça prouve que c'est possible en fait, qu'il y a possibilité d'aller dans ce sens-là. Et je sais pas, pour moi pour moi pareil, le terme utopie est pas totalement adapté, mais je vois pourquoi il a été donné, mais voilà. Je vais finir tous mes plaidoyers avec voilà, ça va. Non, mais après, bon, il y a pas que l'aspect social, hein, il y a aussi un aspect technique. Hein, du moment où on accepte l'invention du synthétiseur, on accepte l'invention de meilleurs vaccins, de meilleurs médicaments, etc. Plus de maladies, plus de famine, plus d'argent. L'utopie n'est pas que sociale, elle est également concrètement physique. Ouais. En cela, Star Trek, même dans les périodes plus discutables comme Picard et Discovery, il me semble que voilà, hein, même si socialement, on l'a bien vu avec le personnage du bras droit de Picard dans cette saison 1, je sais plus comment elle s'appelle, qui est isolée et qui est perdue et qui est laissée pour compte, elle a quand même un certain confort dans lequel elle a l'air de vivre assez bien, même si elle est physiquement très isolée. Rafi, je cherchais son nom. Thierry, Star Trek utopie ou pas? En fait, comme le disait Guillaume, si on veut définir ce qu'est Star Trek, on doit prendre en compte tout ce qui est Star Trek aujourd'hui. Donc en fait, on peut pas dire que Star Trek c'est une utopie. D'une part parce que
je veux dire, dans la saison de Picard, on apprend que la Fédération est génocidaire. Elle essaie d'éradiquer les formes de vie synthétiques. À partir de là, pour moi, on peut pas parler d'utopie. C'est déjà pas possible à ce niveau-là. Ensuite, si effectivement tu parlais des synthétiseurs, etc. Oui, mais elle regrette. Ouais. Non, elle a pas dit désolé la fédération. Non, je sais pas. Je me souviens même plus, mais si tu veux, rien que le fait qu'elle le fasse, que je veux dire, la saison 2 se passe après, enfin même les saisons qui se passent après, qui se passent pas 3000 ans après. Tout le monde fait comme si de rien n'était, tout va bien, on oublie tout comme si rien ne s'était passé. Il n'y a pas vraiment. Non, mais de toute façon c'est pas possible. Et puis voilà, la fédération torture des changelins en mode pire que les trucs qui sont passés pendant la Seconde Guerre mondiale dans certains laboratoires. Tu peux pas parler d'utopie sur un univers qui est comme ça et sur une entité politique qui permet ce genre de choses. Donc pour moi non, voilà. Ok. Bon, après si on j'ai rayé ma petite partie avec Utopie. Hein. D'accord. Voilà. Mais après le problème de ma vision du truc, c'est que ça va te faire rayer beaucoup de choses, je pense. C'est très bien, c'est très bien. Il faut questionner les mises en place de nos dirigeants. Dis-moi, juste par rapport à la feuille que tu as fait où tu as noté des trucs, est-ce que ton but, c'était pas de noter les trucs dans un certain angle, comme ça, plus tu les rayes et plus ça dessine quelque chose? Je sais pas, on verra. On aurait peut-être dû essayer, tu vois. À la limite, si tu rayes tous les trucs, ça fera peut-être une sorte de rayon de téléportation. Ça va faire un zèbre inversé, peut-être. Ah oui, une téléportation, ouais, c'est vrai. Ouais. On verra peut-être, écoute, je te le dirai dans 83 minutes. Thierry, je t'ai coupé, excuse-moi, avec ma pélague. Je sais plus où j'en étais. Non, mais je crois que si. Après, je voulais dire oui, si on s'amuse à couper Star Trek en deux et qu'on veut dire quelle aurait été ma définition de Star Trek si tu m'avais posé la question en 2013, 14, 15, je sais pas, je t'aurais donné une réponse un peu différente. Une petite nuance par rapport à Guillaume qui a dit, lui, il a fixé à 2016. C'est pas exactement 2016. Ouais, mais alors ça me surprendrait quand même parce que il dit 2013-2014. Non, si tu parles de la timeline, c'est dans un autre univers, donc c'est encore différent. Oui, mais le problème, c'est que si tu fixes à 2013, tu prends Into Darkness en compte. Parce qu'il est sorti en 2013. Et franchement, dire que Star Trek est plus... Voilà, mais tu vois, le pire, c'est ça, c'est que tout le monde s'accorde à dire que Beyond est le plus trekien des 3 films KTL, et toi, t'es en train de dire jusqu'à 2013, 14, 15, et que 2016, tu l'exclus totalement. Ah ouais, c'est vrai qu'il est sorti en 2016. Oui, mais c'est pour ça. C'est que le problème, c'est qu'avant, j'étais avant 2012, j'avais jamais vu d'épisode de Star Trek. J'avais vu que le film Star Trek de 2009, donc tu pouvais pas me poser cette question avant. C'était plus là-dessus que je cherchais une date en fait. J'ai pas réfléchi par rapport à la date de sortie des films de KTL. Bref, moi je t'aurais dit que ça s'inscrit dans la tradition des utopies, la tradition littéraire des utopies, et même la tradition historique des utopies, parce que les premières utopies comme le Pays de Cocagne, c'était des utopies de l'abondance, c'est-à-dire que t'as la bouffe qui pousse dans les arbres toute seule et il y a rien à faire pour les cultiver, pour les entretenir ni rien, t'as juste à l'attraper pour te nourrir, donc du coup il y a pas besoin de travailler, donc du coup machin. Et en fait Star Trek c'est dans cette tradition-là, c'est-à-dire qu'il y a une utopie énergétique, parce que c'est bien beau d'avoir des synthétiseurs, mais il faut l'énergie pour les faire fonctionner. Et il y a une abondance énergétique qu'on ne trouve pas ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que cette abondance énergétique, elle existe dans la plupart des séries de science-fiction, parce que pour distordre l'espace-temps et aller plus loin que la vitesse de la lumière, il faut une énergie colossale. Et qu'à partir du moment où tu as cette énergie-là à disposition, tu peux faire un tas de trucs. Et Star Trek, c'est une dernière série à prendre ça en compte et à dire, voilà, du coup, on a cette énergie colossale, on sait convertir de l'énergie à l'état matière en énergie à l'état pur. Et donc on peut faire tout ce qu'on veut avec ça et nourrir tout le monde, etc. Donc pour moi, c'est dans la longue tradition des utopies, et notamment ce qu'on appelle le mouvement utopiste du 19e siècle, qui était en fait des gens qui présentaient
la vision qu'ils aimeraient voir se dérouler dans le futur. En fait. Donc on dit que c'est un endroit qui ne peut pas être parce que à l'époque où ils l'écrivent, c'est pas le cas et puis ils voient mal comment on va faire la révolution pour sauver le truc et tout. Mais ils présentent une idée du futur qu'ils aimeraient qu'elle puisse exister et ils essayent de la rendre crédible le plus possible. Et c'est ce que fait Star Trek aussi. Donc, enfin, c'est ce que faisait Star Trek aussi, pardon. Donc, à une certaine époque, effectivement, Star Trek était une utopie. Ok. Donc je maintiens que je raille mon petit tiré utopie. Star Trek, c'est de la SF. Là, je prends pas de risque. Margot, t'es d'accord? Ça paraît évident. C'est de la science-fiction. Ouais. On a des vaisseaux spatiaux. On a des piou-piou. La grammaire est une des grandes joies de l'existence. Comment oses-tu faire sur des fautes? J'ai fait exprès. Et je viens de retenir une blague sur ta grand-mère, hein, désolé. Et on a des objets qui nous font dire ta gueule c'est technologique, ce genre de choses. Donc, Margot, je pense que tu es d'accord, science-fiction, Star Trek égale science-fiction. Clairement, ouais. Oui. Alors à moins que à moins que dans la définition de la science-fiction, on place le concept que, par exemple, encore une fois, ce serait impossible ou autre. Bon, là, pour le coup, on n'a aucune idée parce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai, il y a le côté révolution technologique et pas seulement sociale. Et pour le coup, on n'a absolument aucune idée de si un jour la technologie dans Star Trek, qu'on a dans Star Trek, serait possible dans notre réalité à nous. Donc, je ne sais pas. Après, on a pas mal de... Comment dire de... Vas-y. Ce n'est pas entièrement vrai. En fait, j'en sais rien. Je suis pas assez calée sur la question pour le savoir, donc c'est pour ça. En fait, il faut se dire que, par exemple, à l'époque de la série originale, quand elle est sortie en 66, les portes automatiques dans les supermarchés, par exemple, ça n'existait pas. Oui. Si. Et alors très peu, parce qu'ils recevaient beaucoup. Ils recevaient énormément de lettres à l'époque sur le studio pour leur demander comment ils faisaient pour avoir des portes automatisées comme ça. Oui, c'était une plaisanterie. Alors, les à la main. Punaise. Mais voilà, oui, non, mais oui, c'était fait à la main. Mais à l'époque, du coup, ça émerveillait tout le monde. Voilà, faut pas oublier qu'il y a plusieurs technologies qu'on a aujourd'hui qui ont été inspirées par des œuvres de science-fiction, et Star Trek doit en être l'une des premières en fait. Les communicateurs aussi, du coup, non? Oui, les téléphones portables. Oui, les téléphones portables, ça a été... ce sont des gens qui ont vu Star Trek, qui se sont dit, il faut qu'on arrive à avoir ça. Et Riker utilise une tablette dans la saison 1 de TNG. Je sais pas si ça existait déjà. Bon, en même temps, c'est de la technologie logique, hein, ça. Enfin, après, les communicateurs, ça a inspiré des designs de téléphones portables, mais après, c'est des talkie-walkie, hein, et ça existait déjà, les talkie-walkie. Ça existait déjà durant la Première Guerre. Pas la Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Thierry, Star Trek, c'est de la SF? Alors ça... Faut savoir que, d'ailleurs, à une époque, à l'époque de P1, P2R, j'avais proposé qu'on fasse une émission sur la classification des genres de l'imaginaire. Bon, finalement, ça s'est pas fait, mais... Et bref. Pourquoi on l'a pas fait Je distingue deux trucs, c'est le genre narratif et le type d'univers. Et j'ai l'impression que c'est une confusion qu'on fait souvent. Et tu parlais de vaisseaux spatiaux, de lasers et tout ça. Ça, pour moi, c'est un type d'univers, c'est pas un genre narratif. Et donc, c'est le type d'univers du space opéra. Donc Star Trek, c'est du space opéra, il n'y a pas de doute là-dessus. La science-fiction, pour moi, c'est la partie de l'imaginaire qui essaye d'être le plus rationnel possible en termes de structure d'univers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entité absolue qui régit le monde. Il n'y a pas de Dieu, par exemple, de vrai Dieu. Au sens religieux, quoi. Et en fait, et notamment, c'est ça qui distingue notamment de la fantasy. Où il y a, par exemple... Oui, voilà, j'allais te dire, dans les univers fantastiques, la science-fiction est distinguée de la fantasy par ça, par le fait qu'il n'y a rien d'inexplicable.
Oui, enfin, il y a des choses inexplicables, mais la science-fiction part toujours du principe qu'il y a une explication, même si on la connaît pas. Ce serait la différence entre hard SF et soft SF, du coup, non? Je pense. Parce que je crois que dans la hard SF, tout est très cadré, très expliqué, non? Il me semble. Bah, la hard SF, elle se focalise, enfin, moi je le comprends comme ça. La hard SF, elle se focalise sur la technologie. Et la soft SF se focalise sur en fait, les sciences humaines. En gros, la hard SF, c'est plus ce qu'on appelle abusivement les sciences dures, et la soft SF, c'est ce qu'on appelle abusivement les sciences molles. Et Star Trek a toujours fait un peu des deux, donc c'était pour moi de la science-fiction pendant un moment. Star Trek a une demi-heure. En voyant, en fait, si tu veux, je trouve que Discovery notamment flirte énormément avec la fantasy. Parce que t'as Michael Burnham qui est une espèce de héros messianique où l'univers tourne complètement autour d'elle et définit en fait avec le concept de prédestination ce qui se passe dans l'univers où elle se trouve. Oui, et ça fait truc très bête, fantasy, et notamment un sous-genre de la fantasy qui est le sous-genre du super-héros. D'accord. Il y a quelque chose que j'ai repéré moi avec l'arrivée de Discovery et qui s'est transposé dans pourtant ce que j'aime beaucoup les comic books récemment, c'est le feeling. Les personnages ont beaucoup de feeling, c'est-à-dire ils se disent ah non mais je le sens au fond de mon âme qu'il faut que j'aille là et qu'il faut que je fasse ça. Je me dis mais attends mais pourquoi? Je profite juste, je te coupe 5 minutes Thierry pour introduire notre 5e larron, Albert, le 5e mousquetaire. Salut Matou, comment vas-tu? Bonsoir à tous, oui, ça va. Désolé d'avoir une vie sociale, donc j'arrive plus tard. Ça va très bien, juste si je peux te demander si tu peux essayer de booster un petit peu ton micro ou parler un peu plus près voilà. Comment vas-tu? Je peux parler plus près, ça va mieux là? Ouais, c'est pas mal. Parce que booster, je sais pas si j'ai le Non, c'est pas grave, je referai un peu de montage. Tout, Ouais. Alors... on est en train de faire. À un moment, on a des pertes. Oui, bon, non, mais vous inquiétez pas, il y a des enregistrements pour chaque micro différent, c'est comme d'hab. On était en train de faire un tour de table parce que on a listé on a listé quelques mots clés et pour ton information, on a déjà rayé le premier mot clé, le mot clé utopie a été rayé de la définition de ce qu'est Star Trek. D'accord, bon, je suis pas d'accord, mais bon, voilà. Parce que il faudrait peut-être qu'on refasse sur une émission sur le canon, c'est ça, Matou? Non, après on peut revoir ce qui est vraiment complètement une utopie. Mais toujours est-il que on va faire simple, un monde dans lequel tu as envie de vivre de nos jours, on peut dire que c'est une utopie. Voilà. Donc Star Trek est un monde où beaucoup de personnes auraient envie de vivre dedans. À part les psychopathes, les accapareurs, les gens qui aiment exploiter les autres, ça je peux comprendre. Mais quand on est plutôt de ceux qui n'ont que leur force de travail à pouvoir faire pour assurer leur subsistance et celle de leurs proches, le monde de Star Trek, ça reste quand même un monde dans lequel on a envie de vivre. Voilà. Ok. Je clôturerai là-dessus. Je pense qu'on a compris où tu voulais en venir. Thierry, à propos de la SF, du coup... t'as d'autres choses à dire parce que j'ai un petit point de rebondissement sur la science-fiction. J'étais arrivé au bout. Ok, on s'est centré énormément sur la science-fiction, donc comme tu disais, sciences dures, sciences molles, etc. Mais donc les sciences physiques, demi-molles, comme t'as dit. Ouais, les sciences physiques, mais quid des sciences sociales? C'est les sciences molles. Ouais, c'est pour ça que je disais abusivement, parce que c'est des termes que j'aime pas. Les sciences humaines. En gros, t'as les sciences humaines, quoi, voilà, et les autres sciences. Ok. Non, mais de toute façon, il n'y a qu'une seule science dure, c'est les maths. Ensuite, tu as les sciences. C'est un mathématicien qui parle, attention. Et après, tu as les sciences humaines. Mais la seule science véritablement dure, c'est les maths, pour la simple et bonne raison que tu réfléchis dans des situations c'est difficile. Totalement découpées du réel. Pas totalement, il y a des applications dans le réel, mais des fois, tu es dans des choses qui ne s'incarnent pas. Donc, tu es dans une production qui n'a que la logique pour tenir dans sa cohérence. Ok.
Donc bon, tant pis, ok, vous m'avez bien montré que j'étais un idiot qui ne comprenait rien, mais je vais quand même continuer dans mon chemin pour essayer de générer de la discussion et pas simplement aller me réfugier dans un coin pour pleurer. Mais t'inquiète pas, il y a beaucoup de gens qui comprennent rien. Sens social, moi ce que j'entendais, c'est qu'au final, Star Trek... Exactement. Star Trek n'a jamais réellement fait de la science-fiction sociale. Dans le sens où, ouais, on a des gens qui se parlent, on a machin. Ah bon ? Qu'est-ce qu'ils ont inventé ? En quoi ? Ah, mais la science-fiction, ça consiste pas à inventer C'est une série sociale. Ce sont des séries sociales. Bah, vas-y. Quand t'as un épisode entier sur des gens qui étudient le comportement d'un peuple en immersion sur leur planète, c'est de l'anthropologie, c'est une science sociale. Mmh. Ok. Donc oui, carrément, Star Trek, les sciences sociales, il y en a plein dedans. Oui, mais ils ne font pas de la science-fiction sociale. Ils vont pas déborder leur concept, le pousser plus loin. Ils n'ont pas, non, ce que tu veux dire, c'est ils n'ont pas inventé de nouvelles sciences sociales, en fait. C'est ça que tu veux dire ? Ils ne nous inspirent pas à nous comporter socialement d'une manière catégoriquement différente de ce que l'on est actuellement. Ils nous encouragent ça nous encourage à être particulièrement bon, réfléchi, etc., etc. Ça, on est d'accord. Mais le premier personnage qu'on rencontre qui est polygame, par exemple, il faut attendre Enterprise. C'est quelque chose qui aurait dû arriver dès les années 60. Ça aurait été de la science-fiction, un personnage polygame à cette époque-là. Un personnage pansexuel dans TOS, c'est là que ça aurait dû être créé. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est là que je vois pas de quoi tu parles. Là, je suis resté centré sur le sexe. Oui, mais Kirk, c'est pas vrai, il est pas pansexuel, hein. Ce sont clairement des femmes à chaque fois. Mais tout à fait, mais parce que t'es pas là, c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que Star Trek bouleverse complètement nos codes moraux sociaux ? Ça dépend pour quelle époque. En fait, ça c'est la question que tu dois joindre. En fait, ça c'est la réflexion que tu dois. Qui ? Toi, moi ? Vas-y Guillaume, finis et Dragor, retiens-toi. C'est la question en fait que tu ne peux pas la poser sans joindre, ça dépend de son époque. Parce que même si la série originale n'a pas mis de personnage pansexuel, ou pour faire la transposition par rapport à ma petite minorité, ou a attendu quasiment les années 80 en fait pour mettre un personnage handicapé, et encore la technologie rattrape, donc voilà, dans la série, pour son époque, elle bouleverse, en fait. Bien évidemment. Quand tu as, justement, l'épisode dont Margot parlait, où tu as les personnages à moitié... voilà. Imagine, t'es l'américain lambda, tu travailles, tu fais... Enfin, voilà, t'as l'emploi du temps d'un américain lambda. Tu as l'éducation d'un américain lambda, donc on va dire... bon, j'irai pas jusqu'à dire l'éducation du Texas, mais pas loin, tu vois. Donc, t'es un peu sexiste, parce que c'est dans ce monde-là que t'as baigné toute ta vie. T'es un peu raciste, parce que c'est ce qu'on t'a inculqué. Et là, tu vois une série qui te dit, qui te montre une femme noire à un poste à responsabilité, permanent, gentil, sur la passerelle d'un vaisseau. Comment tu fais ? Comment tu le gères ? À notre époque, je dirais pas que c'est acquis, mais on s'est moins éloigné aujourd'hui. Et heureusement. Mais à cette époque-là, bien sûr que ça bouleverse. Bien évidemment. Et quand t'as des personnes, justement, quand t'as ce questionnement qui est fait dans l'épisode dont Margot parlait avec l'espèce à moitié blanche, à moitié noire, où justement, il dit mais vous comprenez pas, lui il est blanc du côté gauche, moi je suis blanc du côté droit, machin, et que t'as Kirk qui les regarde, qui te dit mais pourquoi vous faites la guerre en fait ? T'imagines, tu vas dans ton bus. T'as l'habitude de dire au noir qui a d'habitude à ta place, dire bon bah tu te lèves et tu dégages parce que bah les blancs sont prioritaires dans les bus. T'imagines, tu vas dans le bus, tu te dis merde, hier j'ai vu cet épisode de Star Trek. C'est vrai ? Pourquoi est-ce qu'il aurait moins le droit de s'asseoir que moi ? Bien sûr que ça bouleverse à l'époque, en fait. Perso, j'ai aucun mal à imaginer un Américain à dire, enfin voir un épisode comme ça et se dire oh c'est de la science-fiction, tu vois. Genre ça arrivera jamais. Parce que je veux dire, genre oh là là une femme noire sur un poste à responsabilité, oh là là mais là on a genre pas délire. Soit ça, soit effectivement avoir la remise en question de dire tiens, c'est une série woke. Tu vois,
Mais tu t'en rends compte maintenant, Rémi? Mais en Ok, fait, donc t'as parlé en termes de représentation, mais finalement, toi, tu parlais des sciences sociales. Donc, si je comprends mieux ta question par rapport à ce que j'ai compris tout à l'heure quand je t'ai répondu, parce que j'ai compris de travers, je pense. Finalement, ce que tu dis, c'est que par exemple, Star Trek pour les sciences dures a inventé le réacteur à antimatière, par exemple, qui n'existe pas et qui est donc de la fiction. Lié à une science. Et que Star Trek n'a pas fait ça pour les sciences sociales. Et en fait, je pense que si, ne serait-ce parce que Star Trek nous montre, par exemple, dans un épisode, une société où les gens, quand ils ont 60 ans, ils se suicident. Tous les gens de la planète, quand ils ont 60 ans, ils se suicident. On a vu ça dans aucune culture sur Terre. Et Star Trek l'a montré. Et pour moi, c'est donc ils ont inventé un paradigme social qui n'existe pas, qui est de la fiction, et qui est aussi de la science, puisque si tu étudies le fonctionnement des sociétés, ce que fait la sociologie, l'anthropologie, etc., c'est quelque chose qui est une science et qu'on voit dans Star Trek. Donc pour moi, oui, Star Trek fait. Il faisait pas ça les Vikings, parce que dans Midsommar et dans la série Viking The Northman néerlandaise, là où je sais plus quoi, ils le font. Ils le faisaient pas, les Vikings, se suicider à 70 ans, un truc comme ça. Ok, bon, bref. Non, mais oui, d'accord. Très bien. Ok, donc j'ai mis une petite croix positive à côté du terme SF, mais aussi à côté du terme fort point social, parce que je manque d'imagination et je manque de Rémi, vocabulaire. Oui, si permet de répondre à ta question. Oui, c'est vrai que je t'ai zappé. Le problème de la société de Star Trek, c'est que c'est une société post-capitaliste de l'abondance. Et l'hypothèse qui a été faite, et je l'avais dit, vue par Engelhardt, sur le fait qu'une fois qu'on est affranchi des questions de la survie et de tout ce qui sont des problèmes matériels, les humains deviennent beaucoup plus, on va dire, tolérants envers la différence, etc. Bref. Une fois que tu as posé ce postulat, une fois que tu as mis qu'il y avait une branche qui n'est pas militaire, mais qui obéit à des codes militaires qui s'appellent Starfleet, que le but et que ce qui fait ta place sociale, c'est non plus l'accumulation de biens, mais l'accumulation de savoir, et que la société est donc tendue vers l'accumulation de savoir, donc on a une exploration. Une fois que tu as fait ça, tu ne peux pas aller plus loin. Parce que si tu commences à essayer de rendre cette utopie véritablement réelle et de créer des choses, on va dire, tu as des chances de te planter. C'est un peu comme essayer de deviner maintenant la société qui sera dans 20 ans. On a énormément à perdre de sortir de cette ambiguïté. On pose quelques principes. Pour ça qu'on ne voit pas l'organisation totalement politique de la Terre, on ne voit pas l'organisation sociale, on voit l'organisation de Starfleet. Parce que ça, on sait que l'organisation militaire, elle a existé avant le capitalisme, pratiquement l'existence du capitalisme. C'est-à-dire que dès qu'il a fallu défendre des surplus, on a créé une force armée pour le faire. On peut imaginer que même si maintenant on a une société d'abondance, on a toujours besoin d'avoir quelque chose pour se prémunir de gens qui voudraient venir prendre ce que l'on a plutôt que de le produire eux-mêmes. Donc, une fois ça posé, eh bien, tu ne peux pas aller tellement plus loin. Comme disait Guillaume, Roddenberry, quand il crée Risa, dans la première saison, il met des hommes en robe. Il veut créer sur cette planète des désirs, aller beaucoup plus loin. Il n'y a pas la censure de son époque. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas mettre à l'écran sur la manière de se comporter, parce que tu as quand même un média derrière qui dit vous êtes gentil, ce que vous montrez, moi j'ai pas envie d'avoir on va dire des manifestations devant moi devant mon siège pour me dire stop. Donc c'est-à-dire que Star Trek n'est pas quelque chose qui a découplé de son époque, même s'ils ont essayé d'être le plus progressiste, et ne peut pas être découplé de ce qu'elle est fondamentalement. C'est du on va dire 20e, 21e siècle, qui te parle de quelque chose qui se passe en 300 ans, dans lequel la majorité des problèmes qui sont ceux qui nous occupent maintenant ont été résolus. Voilà. C'est moi le problème que j'ai avec Kurz Van Vers, c'est que ça, ils l'ont complètement oublié, et ils nous ramènent complètement quelque chose qui est absolument contemporain, avec les mêmes tirades, problèmes, etc. Bref, je referme la parenthèse. Donc,
Oui, il n'y a pas eu de véritables organisations sociales qui ont été produites, je suis d'accord, mais je ne pense pas que c'était possible, et comme je t'ai dit, au point de vue de la production, et au point de vue du concept même de ce qu'est Star Trek. Sinon, tu fais une série qui est complètement d'anticipation, avec tous les risques que cela comporte. Mais donc, attends, pardon, j'ai coupé le micro de Thierry, désolé. Ok, ouais, d'accord, je suis d'accord. Donc, Star Trek, c'est à contextualiser quand on le regarde. C'est waouh. Ok, merci beaucoup. Écoutez, donc je garde mon trait, ma petite croix validation de Star Trek science sociale fiction. Tu as dit quelque chose, Thierry, tout à l'heure, qui m'a fait réagir. Tu as parlé de livres et d'œuvres dans l'œuvre. Je sais plus exactement les termes que tu as utilisés, mais Star Trek, c'est quand même une œuvre, et c'est le point suivant, intellectuelle. C'est peut-être pas le bon mot, c'est peut-être très maladroit de ma part d'utiliser ce mot. Qu'est-ce que t'en penses, Matou, vu que t'as gardé la main, continue. Alors, Star Trek est une série qui a été créée par des gens qui ont un vrai bagage intellectuel, mais plus, on va dire, dans les années 90 que dans les années 80, où Roddenberry était, je dirais pas que le traité d'intellectuel. Dans les années 90, on avait par contre des gens qui avaient une démarche intellectuelle et qui ont fait en sorte qu'elle soit là on va dire, en filigrane de la série, sans jamais trop appuyer, parce que le cœur, c'était de faire une série. Mais derrière, il y avait des gens qui avaient des connaissances. Tu vois très bien qu'ils se sont appuyés sur un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, toute leur carrière le montrera, hein. C'est-à-dire que ce sont des gens qui savent, on va dire, ne pas appuyer que sociologiquement, ils ont un certain nombre de savoirs, mais de les mettre en œuvre pour que ça soit on va dire, que la fiction que tu crées, l'univers de fiction que tu crées, soit plus solide que d'autres. Une fois dit ça, est-ce que c'est une série qui ne concerne que des intellectuels? Non, parce que justement, c'est la force de Star Trek, tu peux y rentrer, tu peux rentrer dans le décorum, tu peux rentrer dans les questionnements qui sont posés. Comme je le dis très souvent, faire simple, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Parce que la simplicité, ça ne veut pas dire d'enlever beaucoup de choses. Non, c'est pas du tout ça. Faire simple, c'est quelque chose qui est capable de tenir debout, et quand tu grattes, tu t'aperçois à quel point il y a une structure derrière pour que ça tienne debout. C'est pour moi ce qui a toujours été Star Trek. C'est-à-dire quand tu te poses des questions et que tu commences à gratter derrière un peu ce qu'il y a dans l'univers et tout, mais tu te dis, il y a quand même un certain nombre de choses assez solides. Parfois, tu trouves certaines apories, mais toutes les séries, il n'y a aucune construction intellectuelle de fiction qui sera totalement sans apories, sans problème, on va dire, à certains degrés et tout. Mais en même temps, certains des défauts pour une partie du public sera une qualité pour d'autres. Donc c'est la force de Star Trek d'avancer avec ses qualités et ses défauts, tout en étant essentiellement simple à appréhender. Quand je dis simple, il faut avoir quand même vu pas mal de la série pour comprendre la richesse de l'univers. Mais je cite toujours que dans un des épisodes qui se passe à l'Académie, donc dans un devoir, est-ce qu'on doit être fidèle à son escouade ou est-ce qu'on doit être fidèle au serment qu'on a donné vis-à-vis de Starfleet? Pour faire rapidement. Ce qui s'est joué en coulisses, c'était Ronald D. Moore. Alors, il faut savoir que Ronald D. Moore a fait une école militaire, donc il sait très bien justement sociologiquement, dans les rapports sociaux, comment ça se joue, une institution militaire. Et il avait au-dessus Michael Piller, qui était on peut dire le superviseur. Et chacun défendait un point de vue différent sur la question. Donc ça a nourri cet épisode, au point qu'un instructeur de l'US Air Force montre cet épisode à ses cadets, pour justement amener à une discussion, parce qu'ils ont réussi à trouver un point qui est véritablement réel dans toute organisation militaire. Inutile de dire que les cadets, à mon avis, ils ne connaissent pas qui est Picard, qui est Wesley, etc. Ouais. Et on leur montre un seul épisode et il fonctionne. Parce que, on va dire, une fois, ils ont pris un problème,
qui l'ont traité avec simplicité, mais avec rigueur. Voilà, pour moi, c'est simple et rigoureux. Ils l'ont refait dans Top Gun Maverick, on les voit en train de regarder l'épisode. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai du tout. Mais voilà, donc si tu me dis, oui, il y a une démarche intellectuelle derrière les auteurs du Star Trek historique qui aboutit à un univers de fiction, on va dire, structuré, mais ça ne se réduit pas à que cette démarche intellectuelle, c'est aussi la création d'une vraie bonne série. Ok. Quelqu'un veut rebondir parce que du coup, comme d'hab, le prof nous a tué le game. Ça rigole dans la caméra, mais sans le micro. Hein, donc, si tu veux, je peux juste enregistrer mon rire et tu le sors de temps en temps. Non, c'est pas. Vas-y, Thierry. J'ai pas grand-chose à rajouter dessus. Non, en fait, Matou était pas là quand on a dit ça, mais c'est un truc qu'on s'est dit quand on a commencé à répondre à la question de si Star Trek était une utopie ou pas. C'est on disait que pour définir Star Trek, on doit aussi prendre en compte tout ce qui est sorti de Star Trek, donc y compris ce qui est sorti après 2005. Voilà, mais bon, après il aura une position ferme, on connaît Matou là-dessus. Non, mais ma position elle est simple, c'est encore une fois, Star Trek s'est construit sur ce qui a été fait avant 2005. Ce qui arrive après 2005, vous enlevez ce qui se passait avant, j'aimerais voir le succès, la longévité dans le temps. Donc si on parle des qualités de la saga, on est obligé de parler de ce qui a été de sa réussite. Maintenant, si on vous me lancez sur 2017, 2009, etc., je rappelle à quel point nous avons des truismes, c'est-à-dire des gens qui vous disent des choses avec un énorme sérieux alors que ce sont de grosses bêtises. Hein, je ne parlerai pas de Discovery, je ne parlerai pas d'énormément de choses. C'est comme ça. Alors, je vais, tiens, tant qu'à faire, je vais m'amuser avec beaucoup d'entre vous. Moi, je rappelle que j'ai extrêmement mal réagi, je l'avais dit sur le Discord, lorsque nous avons, à la fin de Lower Decks saison 2, le capitaine qui se fait menotter devant tout le monde. Voilà, c'est pas une démarche intellectuelle, ça. Oui, ça c'était surprenant. Voilà, ouais. Excusez-moi, mais quand on réfléchit 2 secondes, est-ce que ce genre de scène, alors que c'est l'occasion de pouvoir montrer, j'ai rien contre le fait qu'elle se fasse arrêter, là, ce début de la saison 3 montrera quelque chose d'intéressant là-dessus. Je veux dire, surtout cette suite, je dis simplement que dans le symbole que tu envoies, eh bien, tu envoies un symbole qui est extrêmement négatif. C'est pour ça qu'une construction intellectuelle permet d'éviter ça. Se dire à chaque scène, est-ce que je suis dans mes habitudes, dans mon habitus, comme on dirait en sociologie, ou est-ce que je suis en train d'imaginer autre chose, de l'altérité, de faire autrement parce que haute société. La construction intellectuelle, c'est juste ça. À partir du moment où tu enlèves ça de Star Trek, qu'est-ce qui reste fondamentalement? De quoi on va se souvenir de toutes ces séries depuis 2017? Je la pose, hein, je veux dire, je n'ai pas forcément la réponse, mais de quoi on va se rappeler? Ok. Qu'on avait... Ouais, je sais pas. Ok, vas-y Thierry. Non, mais enfin voilà, moi c'est ma posture, c'est plutôt que dans la mesure où on doit définir ce qu'est Star Trek, aujourd'hui, je pense pas qu'on puisse dire que c'est comme dit pour reprendre l'expression de Matou, une construction intellectuelle. Ça c'en est une dans le sens où toute création est une construction intellectuelle, mais moi je parlais, je pense que c'est ça qui t'avait fait noter le truc, je parlais de la littérarité de Star Trek. C'est-à-dire le côté très littéraire qu'il y a dans la manière dont les scénarios Star Trek sont construits et dont la narration est faite même. Et c'est quelque chose que je ne retrouve pas dans les séries actuelles. Et comme pour moi elles font partie de Star Trek, je ne peux plus considérer que c'est une caractéristique de Star Trek. Donc pour moi, non, ce n'est pas une caractéristique de Star Trek. Ok. Donc, je sais pas, Margot ou Guillaume, il a l'air d'avoir envie de parler. Non, pas spécialement. Ah non, je sais pas sur ce coup-là, en fait. Là, ce qu'il vient de dire, Thierry, c'est parce que c'est vrai. Hein, au final, on
on a démarré l'émission en se disant bon, ben, on considère que ce qui est maintenant entre en compte dans la définition de ce qu'est Star Trek. Et c'est pour ça qu'on avait rayé le mot utopie de toute façon. Mais après, j'aimerais bien quand même continuer de faire comme ça, et du coup, malheureusement, j'ai presque envie de le rayer, intellectuel. Margot, tu voudrais le sauver? Mais la seule chose qu'on a à se dire par rapport à ça, c'est que ça l'a été, en fait. C'est que tu peux pas l'enlever. Matou a raison, et Thierry a raison à la fois. C'est-à-dire que tu peux pas être dans l'extrême et dire « Je ne peux pas dire que Star Trek est intellectuel aujourd'hui si je dois tout considérer. » Star Trek l'a été. Ne l'est plus. En fonction de nos critères à nous, elle ne l'est plus. Après, mais elle l'a été. En termes de quantité, quand même, on a plus de produits qu'il l'est. Oui, la quantité ne signifie pas la qualité. Mais par rapport à ce que définit Matou, en fait, oui. Tu vois, par rapport à ce que définit Matou, par rapport à la construction intellectuelle. Toi, tu parles en chronologie de production. Non, je parle pas en chronologie de production. Il a parlé des années, je me réfère à ce qu'a dit Matou. Il a parlé des années 90, de la construction, de ce qu'ont voulu faire, des personnes comme Ronald D. Moore, qui voulaient partir, qui ont essayé de faire. J'essaie de reprendre les mots de Matou. J'ai compris ce qu'il veut dire, mais alors quant à reprendre correctement les mots, je garantis pas. Qui ont voulu faire quelque chose de simple mais de construit, facile à aborder mais complet et structuré. D'accord ? D'après Thierry, il est en train de dire c'est quelque chose que je ne retrouve pas dans les séries, au moins depuis 2017, sinon depuis 2005. Ok. Mais tu peux pas non plus rayer ce point de la liste. Parce qu'il y a été à un moment donné. En fait, il fait partie... Oui, mais pour moi, ce n'est plus synonyme de Star Trek. Pour moi, ce n'est plus synonyme de Star Trek. Oui, mais ça l'a été et ce n'est plus aujourd'hui. En fait. Si tu veux, pour moi, là, on est en train d'essayer de définir Star Trek. On n'est pas en train de dire pourquoi Star Trek c'est bien. On est en train de dire, quand on voit Star Trek, les termes Star Trek, quelle est la définition finalement de Star Trek? Moi, c'est comme ça que je comprends la question qu'on aborde, et c'est le cadre que je prends. Et pour moi, maintenant, si je regarde un truc imaginons, je dors dans une grotte pendant 1 an, je sais absolument pas ce qui s'est passé dans le monde, je reviens, je vois un truc écrit Star Trek, je ne peux pas me dire, je m'attends à voir ça aujourd'hui. Oui, ça je comprends. Donc, pour moi, ce n'est pas une caractéristique de Star Trek. Si on met un terme à toute production actuellement, là, bam, Kurtzman décède, arrêt de la production Star Trek, il ne se passe plus rien. Le problème, pour moi, le principal problème là dans cette définition, c'est que ça marche autant pour le contraste qu'on a entre les vieilles séries et les nouvelles séries, par exemple, ou même les différences qu'on avait entre les vieilles séries à l'époque. C'est que Star Trek, c'est tellement versatile comme univers, en fait, qu'on en a vraiment pour tous les goûts. Et après, c'est vrai qu'à l'époque de Berman, Ronald D. Moore, etc., les séries se voulaient beaucoup plus proches dans leur formule. Il y avait juste beaucoup plus de créativité au niveau des thèmes abordés dans les séries. Mais c'est vrai qu'au niveau des formules, ça se ressemblait énormément au niveau de la structure des épisodes aussi. Mais c'est vrai que maintenant, on a une versatilité de construction. Voilà, on a comment ça s'appelle ? On a Lower Decks qui est une série d'humour. On a une série animée qui s'adresse plutôt aux enfants, donc qui est plutôt dans le côté un peu... qui se veut moins lourde en termes de critique sociale, de choses comme ça, mais qui se veut accessible. Mais qui est aussi beaucoup plus créative, on va dire, dans les visuels, etc. On a Discovery, je ne saurais même pas comment définir Discovery, c'est terrible. Enfin, voilà. Mais en fait, voilà, je pense qu'on est d'accord pour dire que toutes les séries... Oui. Je pense qu'on peut être d'accord pour dire que toutes les séries Star Trek aujourd'hui sont très différentes les unes des autres et très différentes de ce qu'on a eu avant. Et le problème, c'est ça, c'est que si on essaye de définir c'est quoi Star Trek, ça va être quasi impossible d'avoir une réponse définie parce que Star Trek, c'est plein de choses dans des séries différentes, en fait. Et c'est vrai qu'on pourrait se baser uniquement sur les vieilles séries parce qu'elles se ressemblent, mais si on prend en compte tout l'univers de Star Trek, en fait, ça va être très difficile de trouver une réponse à ça, en fait, parce qu'au final, on va rayer de la liste tous les éléments, tout ce que tu as mis dans ta petite liste, Rémi, on va finir par tout rayer parce qu'il y a 1 ou 2 séries qui ne rentreront pas en compte. Du coup, Star Trek, c'est de la merde.
Voilà. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Bah, Non, moi, en c'est ce fait, que c'est ce que j'ai dit quand il a parlé de sa liste. Hein. J'ai dit que j'allais tout rayer. Ouais, on a gardé Je l'ai SF. prévenu. On a non, gardé mais science-fiction. de toute façon, c'est simple. Si tu veux définir l'entièreté de Star Trek, il ne faut se baser que sur les points communs. C'est ce qu'on Ça va essaye pas de être définir, facile. c'est ce qu'on essaye Oui, de mais chercher. Pour le moment, on a trouvé je ne serais pas l'ASF comme d'accord. point commun. Bah, Bah, moi, Je moi, j'en comprends ai ta une, mais démarche. je la dirai à la fin quand on sera, J'ai, quand on aura fini je suis l'émission, quoi. d'accord. Enfin, quand on aura fait le reste des points, si on a le temps. Je suis d'accord avec la démarche de Guillaume, mais c'est juste que, c'est-à-dire, la démarche du point commun, c'est quand tu essayes justement de trouver une théorie générale. Moi, on va dire, généralement, quand tu utilises un exemple basé sur les mathématiques, c'est pour enfumer du monde, mais je vais le faire quand même. C'est comme essayer de définir ce que c'est qu'un nombre. Donc, au bout d'un moment, tu en arrives à on va dire quelque chose de très simple. Tu as les nombres rationnels et les nombres irrationnels. Nombres rationnels, c'est-à-dire que tu peux les écrire comme une fraction, pour le faire rapidement. Donc, les dominateurs seront... Enfin bref, je passe sur la définition pour ne pas être trop pénible, mais là-dedans, il y a les nombres irrationnels qui ne peuvent pas s'écrire sous la forme d'une fraction. Pourtant, ils existent. Et l'ensemble des nombres, c'est l'ensemble des nombres rationnels et des nombres irrationnels. Ce que tu définis, c'est qu'il y a eu trois phases, on va dire trois périodes à peu près de Star Trek. Il y a eu la période TOS et leurs films. Même à l'intérieur de TOS et des films, il y a des divisions, mais il y a des ponts. Il y a eu l'ère Berman et il y a l'ère Kurtzman. Si on veut trouver des points communs, ça va être on va voir le plus petit dénominateur commun. Si on les considère Star Trek comme l'ensemble des trois, on va prendre chacun comme ayant des caractéristiques différentes et des fois n'étant pas compatibles entre eux. Mais ça reste du Star Trek. Moi, mon point de vue, il est simple, c'est que le Kurtzman-verse, quoi qu'on en dise, il s'appuie sur la construction de Berman. C'est-à-dire que la troisième saison de Picard, s'il n'y a pas eu TNG, elle n'a ni queue ni tête. Donc ça veut dire que la structuration d'un univers qui a été faite par l'ère Berman, tu en retrouves des traces dans l'ère Kurtzman. Dévoyé, ce que tu veux ou autre. Donc ça veut dire qu'il y a des ponts. Donc il y a des ponts entre l'ensemble, donc ça veut dire que cette construction intellectuelle, on la retrouve dans les trois ères. Que ça soit par héritage, plus que par manière de le faire, mais de TOS à TNG, de TNG à Picard, tu as un continuum d'une construction. Donc pour moi, cette construction intellectuelle, elle est sur les trois univers, même si elle n'est pas au même degré, même si on ne peut pas voir les mêmes choses. Voilà. C'est pour ça que dans cette approche mathématique, je dirais simplement que les nombres irrationnels peuvent être approchés par des séries de nombres rationnels. Moi j'aime bien ce qu'il dit parce que du coup j'aime bien ce qu'il dit parce que c'est pareil là, tu vois, c'est parce que ça légitime la Kelvin Timeline parce que la Kelvin Timeline elle est basée mine de rien sur le vieux Spock et donc du coup qui n'aurait pas pu exister sans TOS. Voilà, donc moi ça va, je suis content de ce qu'il dit, c'est bien, ça me va. Bon, moi je suis embêté parce que j'avais déjà rayé intellectuel. Alors je fais quoi? Je fais un gros rond autour? Allez. T'écris Matou à côté. Ma feuille, elle va plus rien ressembler. Non, si on reprend la Kelvin Timeline, je rebondis sur ce que dit Guillaume. Oui, mais pas trop longtemps, il nous reste 40 minutes. Non, mais ça sera rapide. C'est simplement que, comme tout univers de parallèle, c'est un jeu sur l'héritage. S'il n'y avait pas eu ce que, par exemple, prends Into Darkness, que vous savez que je n'aime pas, la fin d'Into Darkness en miroir de la fin de The Wrath of Khan, s'il n'y a pas The Wrath of Khan et sa construction, il n'y a pas la fin d'Into Darkness. Donc il y a bien un continuum, ça a été construit à un moment, ça a eu un héritage, après on peut toujours savoir ce qu'on fait de l'héritage, on peut le dilapider, on peut le ruiner, on peut le fructifier, j'en sais rien. Mais cette notion d'héritage existe dans le Star Trek post-2005. Après la différence c'est que la fin de Into Darkness peut se tenir sans qu'on ait forcément vu Wrath of Khan du coup. Alors c'est vrai que le continuum lui-même ne se tient pas parce que si le vieux Spock n'intervient pas, en fait, cet univers-là n'existe pas. Par contre, effectivement, la fin d'Into Darkness a quand même du sens à elle seule dans cet univers-là, quoi. Voilà. Mais je comprends ce que tu veux dire. Oui. Elle a du sens en internaliste. En externaliste, elle n'existe parce qu'il y a eu The Wrath of Khan. Oui, clairement. Voilà. Je dis, c'est pas une question de dire que la KTL n'a pas de sens en elle-même. Pas ça que je lui enlève. Je dis simplement que beaucoup des éléments mis en scène viennent du travail intellectuel précédemment fait. D'accord, ouais, je vois.
Ah, désolé. J'étais en train d'écrire et forcément personne ne comble les vides. Merci. Donc, est-ce qu'on peut passer au point suivant ou vous avez encore d'autres choses à dire sur l'intellect? Non, on avance. Ok. Le point suivant, c'était l'exemplarité. Ça, c'est Margot qui l'avait souligné dans ce qu'elle recherchait dans Star Trek. L'exemplarité, Margot, est-ce que tu trouves qu'on peut considérer que ça fait partie des points de définition de ce qu'est Star Trek? Bah, encore une fois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Ça dépend de quelle série on parle, tout simplement. Ouais. Parce que je regarde TNG ou Deep Space Nine, je regarde TNG ou Deep Space Nine, je me dis oui, clairement. Ce sont des personnages que j'ai envie de prendre en exemple, ce sont des personnages qui m'inspirent et que j'admire. Même pendant la guerre du Dominion? Ouais, non, peut-être pas. J'ai pensé, je me suis dit, Cisco avec les Romuliens, tout ça, c'est pas ouf. C'est pas génial, Cisco. Non, pas bien. Faut pas faire ça. Mais c'est un contexte de guerre. C'est un contexte de guerre, donc voilà. Ah, ben comme dans Discovery, oui, c'est vrai, c'est un contexte de guerre. C'est soir. Ouais, alors après, Discovery, ça dure une saison. Ouais, grave. Non, mais je suis en pleine saison 1 de Discovery et c'est la guerre, donc tout est contextualisé, tout est justifié, c'est la guerre. Chacun son handicap, je te passe ma carte d'invalidité quand alors, tu veux. en soi, je suis assez d'accord avec Rémi. Le problème, c'est que ça ne fonctionne que pour la première saison de Discovery, parce qu'il me semble que dans les 3 saisons suivantes, on n'est pas spécifiquement en guerre. Enfin, je ne crois pas. Bon, bref. Non. Mais voilà, donc quand je non, on n'est pas en guerre, les Klingons ont les cheveux longs. Pardon, c'est un tacle gratuit, désolé. mais voilà, je regarde les vieilles séries, effectivement, j'ai cette exemplarité, ces personnages que j'admire. Je regarde les nouvelles séries, j'ai du mal à vraiment admirer les personnages que je vois, en fait. Tout est très pessimiste, tout est très... on va faire ce qu'il faut pour atteindre notre but, quitte à bafouer nos idéaux, et je trouve ça très triste, en fait. Parce que j'ai juste l'impression de voir... en fait, ce que j'ai toujours admiré dans Star Trek, c'est le fait que pour moi, c'est très différent de tout ce qu'on peut voir dans la SF. Enfin, dans la SF, dans la littérature SF de nos jours, parce que à chaque fois que je prends un livre de SF qui parle du futur, toujours c'est oh là là, on s'est fait attaquer par des extraterrestres, ou bien oh là là, c'est une dystopie, ou oh là là, la fin du monde, machin et tout. Et je retrouve pas cet optimisme de Star Trek. Et pour moi, Star Trek, c'est une bouffée d'air frais par rapport à ça. Et là, dans les dernières séries, j'ai vraiment l'impression qu'on est de nouveau dans ce côté pessimiste, avec des personnages qui trouvent ce qu'ils veulent comme raison pour justifier le fait qu'ils doivent faire des mauvaises actions ou bafouer leurs idéaux et tout ça. Mais ça devient fatigant, en fait. Et je trouve ça... Voilà, maintenant, je n'admire plus les personnages que je vois, en fait. Je ne me dis pas, tiens, si je me retrouve dans la même situation que ce personnage, j'aimerais faire pareil que lui, j'aimerais avoir le courage de faire pareil. Et maintenant, je ne retrouve plus ça, en fait. Donc, exemplarité ou pas, ça dépend de ce qu'on prend en compte, encore une fois. C'est... Voilà. Ah oui, j'ai encore fini sur un voilà. Bon. Il y a des petits problèmes de connexion. Ok. Coupure, ouais. Ouais. Ok. Guillaume, quelque chose à dire là-dessus, sur l'exemplarité? Alors moi, pareil que Margot, avec quelques petites enjolivures personnelles. Oui, je vais considérer la guerre du Dominion également, tout simplement. Parce que, oui, Cisco pour moi est un exemple, même pendant ce qu'il fait pendant la guerre du Dominion. Parce que c'est un exemple, parce que mine de rien, dans son comportement, ah oui, là effectivement, ça sent le problème de connexion. Pardon, parce que même dans son comportement, il a une forme d'exemplarité, c'est-à-dire que il ne fait pas ce qu'il fait pour rien. Il ne fait pas ce qu'il fait il ne fait pas ce qu'il fait contre ses adversaires. Donc, quand il entraîne les Romuliens dans une guerre, en fait, il fait ce qu'il fait pour sa faction. Et dans cette optique-là, il le fait dans le plus grand secret. C'est-à-dire que quand tu regardes cet épisode de la saison 6 de DS9, tu connais très bien les personnages. Tu sais que la première personne à qui Benjamin en aurait parlé s'il avait pu, ça aurait été Dax.
Quand tu te dis que même Dax n'est pas au courant de ce qu'il a fait, c'est qu'il veut clairement dire « je ferai en sorte que les autres gardent leurs mains propres ». Il est très... En fait, pour moi, il est très section 31 dans cet épisode-là. C'est assez étonnant qu'il ne l'ait pas recruté, d'ailleurs. Mais, ou en tout cas, essayé. Mais, c'est-à-dire qu'il est prêt à se dire « je suis prêt à vivre avec ça sur ma conscience, je suis prêt à vivre avec ce poids-là, je suis prêt à être une exception dans mon monde pour que ce monde soit garanti. » En fait. Et dans ce truc-là, il est un exemple dans ce qu'il fait pour moi parce que, alors déjà, c'est aussi les personnages que j'aime bien. C'est-à-dire que, tu vois, ce que je reprochais un petit peu à Picard, c'est d'être un petit peu la noblesse. Tu vois, il est très inaccessible, mine de rien, Picard, et voilà. Et j'aime bien Sisko, j'aime bien les personnages qui sont parfois capables de se salir les mains pour un idéal. Et Sisko, il en vient à se salir les mains pour son idéal. En fait. Donc pour moi, il a toujours ce truc exemplaire. Surtout que comme tu es du point de vue de la Fédération dans DS9, mine de rien, et que tu as suffisamment d'informations, tu sais que la guerre du Dominion est injuste envers la Fédération et injustifiée. Puisque tu connais cette entité-là. Et que tu sais que c'est l'absence de dialogue de la part du Dominion qui a conduit à cette guerre. Qu'ils ont eux-mêmes déclenchée, en fait. Tout simplement. Donc, au final, du point de vue qu'on te montre et du point de vue du spectateur, pour moi, il n'y a pas spécifiquement de problème. Le truc que je rajoute par rapport à ce qu'elle a dit après, parce que je suis d'accord avec l'absence d'exemplarité dans les dernières séries, c'est que malheureusement pour moi, ça ne se limite plus qu'aux personnages, ça se limite également aux institutions qu'on te présente dans l'univers. Et ça, c'est un énorme problème. Voilà. Quand je vois Starfleet arrêter de la même façon qu'ils arrêtent le capitaine Freeman dans la saison 2 de Lower Decks, quand je vois Starfleet arrêter un personnage parce que il est, désolé, tant pis pour vous, il est génétiquement modifié, qu'il a été hors fédération, et qu'il l'arrête à vouloir le mettre en isolement, alors qu'on connaît les peines de justice dans Star Trek, on les connaît en fait, voilà. Et que ça, c'est pas ce qui a été réservé à Julian Bashir dans DS9 justement. Effectivement, je me dis que même l'institution n'est plus un exemple, en fait. Et justement, tu as ce deux poids, deux mesures avec Starfleet, où d'un côté, tu vas avoir Pike qui dit Starfleet, c'est une promesse, je t'aide, mais tu m'aides en retour. Et de l'autre côté, tu as ce Starfleet extrêmement intégriste, kurtzmanien, en fait, ou enfin, en tout cas de son ère à lui, qui n'apparaît que dans son ère à lui, en tout cas, beaucoup plus que dans les autres ères. Et c'est l'institution qui est généralisée comme ça, en fait. C'est pas les agissements d'un amiral qui s'est perdu, comme Letton ou comme Marcus. C'est toute l'institution qui agit de façon hyper intégriste et qui ne transmet plus, pour moi, l'exemplarité qu'on lui a connue, pour moi, personnellement, jusqu'en 2016, parce qu'encore une fois, Marcus est un amiral seul, voilà, il a beau être le chef de Starfleet, il n'est pas Starfleet, donc voilà, encore une fois, l'exemplarité, pour moi, dépend aussi de l'ère dans laquelle on se trouve dans Star Trek. Donc, des fois, elle y est, des fois, elle y est pas. Voilà. Ok. Désolé, on n'a pas trop aidé sur ce... Ouais. Je me permets de dire d'aller dans le sens de Guillaume. Juste, il faut se rappeler que dans Into Darkness, Marcus est obligé de tuer Pike, ce qui montre bien qu'il n'est pas tout Starfleet, parce que sinon, il n'aurait pas eu besoin de le tuer. Ainsi de terminer. Oui, du coup, ça valide encore plus ce que je dis, du coup. Ah oui, ce que j'ai dit, je vais dans ton sens. Ouais. Et donc oui, moi je disais que je pourrais pas trop vous aider dans ce débat-là parce que c'est une question que je me suis pas trop posée de si je voulais prendre en exemple les personnages de Star Trek. Donc du coup j'en sais rien. La vraie question pour moi c'est... En basant sur ce que vous avez dit, sûrement vous dites ça dépend des séries, pour moi du coup j'ai tendance à considérer que ça rentre plus dans le cadre de la définition de Star Trek. Donc bah voilà, je vais pas argumenter plus loin que ça. La vraie question c'est que c'est une série donc basée sur essentiellement des personnages, mais la question d'exemplarité c'est pour toujours, et ça en revient sur l'utopie, ça en revient sur beaucoup de choses, c'est moins la personne que la société qui a permis de créer cette personne et la place de cette personne dans cette société. Voilà. Pour ça que quand on dit Sisko, oui, je suis d'accord avec ce que j'ai entendu. Faut se rappeler que Sisko n'est pas au même degré
de responsabilité qu'on peut imaginer que Janeway ou Picard arriveront à terme. Je pense que le capitanat d'une station spatiale est le plafond de verre pour Sisko, d'après justement la manière dont il a géré certaines questions morales. Juste pour dire, quand il fait le pas que beaucoup lui reprochent, c'est-à-dire d'être capable de menacer, de contaminer tout un endroit, beaucoup pensent que c'est une rupture d'utopie, je ne suis absolument pas d'accord. Si à un moment, on n'est pas capable de montrer qu'on est autant capable que d'autres dans les yeux, de recourir à certaines méthodes et que ce n'est pas leur méthode qui donnera un avantage, on peut justement prêter le flanc. Le tout, c'est de savoir comment tu le fais. Si tu le fais en pleine connaissance de cause, c'est-à-dire il faut parfois montrer sa force et détruire un bâtiment entier, quitte si tu as tué du monde, plutôt que d'avoir à repousser une attaque complète où beaucoup plus de personnes vont mourir. La fin ne justifie pas les moyens, mais il y a certains moments dans lesquels le rapport de force est inéluctable. Dans tout ce moment où il y a une guerre, il y a un rapport de force. Et ce qu'a fait Sisko, c'est qu'il a gagné ce rapport de force. Et donc il a mis fin à le terrorisme du maquis. C'est ce qu'il faut voir. Les méthodes sont extrêmement peu recommandables, mais comme il dit, alors ils font une pirouette, ils disent est-ce que Starfleet Command était au courant, plus ou moins, oh j'ai oublié de les prévenir, etc. Ça c'est la manière, mais ce que les auteurs avaient bien compris, c'est qu'à un rapport de force donné, alors comme le dit, il y a Picard qui est toujours dans une méthode extrêmement vertueuse, gagner ce rapport de force, Sisko, c'est pour ça que j'ai dit qu'il ne pourra pas tellement monter, c'est qu'à un moment, il a eu recours à une méthode de rapport de force beaucoup moins, on va dire, morale. Oui, mais à la fin, le maquis, cette action-là du maquis est stoppée. C'est ce qu'il faut voir. Donc, il a évité beaucoup des drames par son action qui est moralement discutable. Oui, après, bon, là, c'est vraiment un exemple extrêmement précis, d'un point précis, dans une série précise. On s'est complètement éloigné du sujet, mais parce que c'est toujours discutable. Mais de toute manière, quoi qu'il arrive, il y a toujours la carte This is War qui est sortable dans ce contexte-là. Du coup, j'ai pas très bien suivi, désolé, on a eu des problèmes techniques, j'espère que ça n'impactera pas trop l'émission. Je raye ou pas exemplarité? Moi je suis pour rayer, mais après faut voir ce qu'en pensent les autres. Margot, tu es là? Oui, je suis là. Ouais, je raye exemplarité? Je suppose, hein. Ok, Guillaume, je raye exemplarité. Encore une fois, c'est par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui. Bon, oui, je raye exemplarité. Écoute, pourquoi tu me poses la question alors? Okay. Thierry, tu as dit que tu avais un mot à te faire rajouter à la définition. On ne me pose pas ma question. Mais parce que toi, tu vas nous reparler, tu vas nous dire, alors c'est une suite de chiffres U égale X 23 5. Non, moi je suis pour le garder. Z. Ah. Voilà. Mais moi aussi, en fait, j'étais plus ou moins pour le garder. Hein, mais bon, pourquoi pourquoi bientôt? Comme je l'ai dit. Parce qu'on prend l'ensemble du truc. Ok. Sinon, on prend l'ensemble du truc, mais je veux dire, je pense qu'il y a des gens qui peuvent, on va dire, trouver Burnham, Tilly comme des personnes exemplaires à leur manière. Je pense que, comme j'ai dit, Sisko est quelqu'un d'exemplaire, comme l'a très bien dit Guillaume, par rapport au fait que il est plus atteignable que quelqu'un comme Picard. Il y a Picard qui est un exemple. Je pense que d'une manière ou d'une autre, dans tout le Star Trek, on a essayé de montrer des gens qui devaient être exemplaires, du moins dans le sens, c'est un exemple de ce qu'il faudrait faire. Ok, d'accord. Bon, ma feuille ressemble plus à rien. On va pas se mentir, il y a des rayages, il y a du gros bon bref, du gros entourage. Mais c'est vrai. En prenant les petits frais pour savoir qui est pour enlever ou qui est pour mettre. Non, mais c'est vrai que en prenant les personnages individuellement, on peut pas dire que Burnham, elle aura une mauvaise influence sur les personnes qui regardent. On peut pas Après, dire ce genre de si on reprend la définition de Matou, on peut dire ça de la majorité des œuvres de fiction. Pas toutes parce qu'il y a des anti-héros, mais la majorité des œuvres de fiction. Donc du coup, est-ce que c'est vraiment une caractéristique de Star Trek? Dans le sens où c'est pas spécialement quelque chose de... Oui.
Oui, parce que tous les personnages ne sont pas forcément mis à ce degré de responsabilité. Alors c'est même dans le Kurzman où en fait ils sauvent la galaxie, tous les héros de toutes les séries ne sauvent pas la galaxie. Donc ce sont des exemples de personnes imparfaites qui arrivent quand même à faire des différences. Ce qui est la définition donnée par Kirk à Picard dans Génération et qui s'incarne dans l'ensemble de tout le Star Trek. C'est pour ça que je dis qu'ils sont exemplaires, peut-être pour certains plus que d'autres, à discuter par rapport à des choses, mais ils sont pensés du moins comme étant des personnages exemplaires. D'autres séries, je suis pas sûr. Dr House, c'est un anti-héros, je suis d'accord, mais autour de lui, est-ce que les personnages positifs sont des héros exemplaires? Je sais pas. Coulson est exemplaire. Est-ce que tous les agents du Shield, Guillaume, sont exemplaires? Est-ce que la série Agent du Shield est exemplaire? Alors ça, c'est traître. Qui sont exemplaires. Ça, c'est extrêmement traître. Te marre pas, toi, derrière. Ça va. Alors, on fait une émission spécialement dessus, y a pas de problème, je te tiens pendant 5 heures, Rémi. Y a pas de problème. C'est pas moi, hein. Moi je n'ai rien dit, c'est Matou. Oui, mais c'est toi le chef ici, c'est toi l'animateur. Non, on est là pour parler de Star Trek. Oui, mais justement, c'est pour ça que les agents Coulson, ils vont pas dans l'espace. Mais il y est allé. Ok. Ouais, voilà. C'est vraiment de la merde cette continuité. Ok. Bon. Matou, Thierry. Rémi, si tu veux quelque chose de plus consensuel. Ils font tous les deux, Guillaume et Matou. Je suis pas d'accord. Je suis, on va dire, pas certain que tous les personnages de Stargate SG1 ou des autres séries de Stargate soient exemplaires. Je pense par exemple qu'Oni n'est pas exemplaire. Pourtant, c'est l'un des héros principaux. On peut dire que je pense que Carter et Daniel Jackson sont exemplaires. Je pense pas que Teal'c ou O'Neill le soient eux. Tu vois, donc tout ça pour dire que non, je pense vraiment que les personnages de Star Trek sont dans l'exemplarité. Ok. Thierry, tu as dit que tu avais un mot à nous faire rajouter dans notre liste. Ah non, je disais que j'avais une définition de Star Trek à proposer. Tu as une idée. Écoute, ça tombe très bien parce qu'on approche quand même de la fin de cette émission, alors je t'écoute. On t'écoute. Ça va être très court. Pour moi, Star Trek, c'est une marque commerciale, ou si on veut être plus précis, c'est un ensemble de marques commerciales. Voilà. Bim, welcome to capitalisme. Alors, quelqu'un veut réagir là-dessus? Vas-y. Vas-y Thierry, vas-y. Ouais, en fait, c'est triste, j'ai pas beaucoup à étendre là-dessus, mais c'est la caractéristique qui se dégage de l'ensemble des produits Star Trek. Finalement, c'est ça. Si on veut prendre tout en compte et qu'on veut réduire ça à son dénominateur commun, c'est une marque commerciale, comme Star Wars, c'est une marque commerciale, comme n'importe quelle marque du en Shield, fait. Et ce qui va relier les séries et les films et les comics et les porte-clés, c'est d'être sous cette marque-là. Et c'est tout. Et tout ce qu'on peut dire autour, c'est qu'en fait finalement ça parle du contenu d'une sous-partie de ce qui est produit par cette marque Star Trek. C'est-à-dire finalement ce que fait Matou par exemple au début de l'émission, puisque ce qu'on a eu tendance à faire tout le long de l'émission, à dire à une époque Star Trek c'était comme ça. On parle d'une partie précise de Star Trek, et en fait on parle pas de ce qui est déposé sous le nom Star Trek. On parle du contenu, on parle des œuvres, et en fait on oublie finalement que Star Trek c'est pas ce contenu là, c'est une marque. Mais du coup, Star Trek, voilà. C'est une série comme une autre. Oh non, je suis bouleversé. Je suis un peu triste. Parce que c'était quand même ma série. C'est à moi, Star Trek. Bon. Ben merci, en tout cas, d'autres personnes veulent rebondir. Guillaume, t'as l'air super énervé depuis tout à l'heure. C'est parce que t'as failli insulter Coulson, et c'est un truc que je ne laisserai pas passer. Mais non, mais je sais pas pourquoi tu dis ça. C'est bon, j'ai compris ça. Okay. Non, t'inquiète pas. on s'expliquera un jour, toi et moi. Ça marche. Non, je plaisante. Coulson, c'est mon personnage préféré de toute la création, et pour moi, il aurait fait ce personnage-là, et d'ailleurs l'acteur aurait fait un excellent capitaine, voire amiral de Star Trek. D'ailleurs, tu prends la tête de Clark Gregg et tu lui donnes l'uniforme cérémoniel des amiraux d'Into Darkness, et je suis sûr que ça lui irait juste méga bien. Ok. Bref. Bon. De quoi ?
Fais un montage. J'ai pas les compétences, tu les as, merci. On va demander au Wombo que vous pouvez découvrir sur le Discord de Star Trek pour les nuls. Les liens sont dans la description. Merci pour cette porte d'entrée. Ok. Écoutez, parce que moi je voulais rebondir aussi. Parce que alors fonce. Ok, alors, parce qu'en tout cas, on va arriver à la fin, donc je vais quand même essayer de conclure, effectivement. Alors, je vais reprendre des éléments que Margot a donnés au début. Mais effectivement, ce que Thierry dit est factuellement vrai. Ça se base sur le point de vue factuel. Je pense pas qu'on ait envie de se limiter qu'au point de vue vraiment réaliste et factuel. Mais en soi, oui, force est de constater qu'il n'a pas tort. Alors, Star Trek, c'est d'abord une marque déposée. De toute façon, Roddenberry, s'il a fait cette série, c'est aussi parce qu'il avait faim et qu'il avait envie de pas se priver. Voilà. On va pas se mentir. Et c'était pas son premier essai. Et je crois qu'il avait fait d'autres tentatives quelques années plus tôt. Voilà. Mais comment je pourrais... Enfin, pour moi, effectivement, Star Trek, c'est une remise en question, mais c'est aussi... Pour moi, je pars un petit peu en couille, on va dire. Mais c'est aussi une responsabilisation. C'est-à-dire que, justement, Margot l'a très justement dit au début, elle dit que Star Trek amorce toujours une remise en question sans nécessairement apporter de réponse. Star Trek n'est pas là pour te dire ce que tu dois faire, comment tu dois le faire, dans quelles conditions, etc. Star Trek est là pour remettre certaines de tes convictions en place pour que tu réfléchisses toi-même et que tu établisses toi-même une nouvelle forme d'appréhension, de raisonnement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. L'humanité, ça bien sûr de vitrine par laquelle le personnage va regarder, enfin par laquelle le spectateur va regarder les différentes transpositions qui vont être des transpositions de notre monde appliquées avec d'autres civilisations, à travers des concepts de SF. Voilà. Et moi, ce qui me plaît également dans Star Trek, c'est l'équilibre que la série, en tout cas, que les premières ères de Star Trek ont essayé de trouver. C'est aussi ce que je ne retrouve pas dans l'ère kurtzmanienne, ou plus précisément dans les séries depuis 2017. Parce que dans Star Trek, il y a toujours eu un équilibre entre choix et conséquences, entre science, effectivement, humaine, et science dure. Voilà. J'ai pas d'autres termes. J'ai failli dire médical, mais effectivement non en fait parce que la technologie c'est pas spécifiquement médical. Voilà. Et ça, c'est un truc qui pour moi est aussi dans l'essence de Star Trek. Je prends pour exemple, tu vois, l'épisode dans DS9 où on a une personne, le docteur, je me souviens plus exactement de son nom, c'est Elora Palzar, qui est une extraterrestre qui vient d'une planète qui a une gravité tellement faible qu'elle est obligée de se déplacer en béquille ou en fauteuil roulant. C'est une transposition du handicap, mais on lui dit, tu peux te faire opérer pour marcher dans notre gravité normalement. Et c'est ça qui me manque dans le Star Trek actuel, dans le Star Trek très kurtzmanien des dernières saisons, c'est que tu n'as plus de conséquences à ce qu'on te dit que tu peux faire ou à ce à quoi tu as droit. Et dans cet épisode, on te dit clairement, par contre, si tu te fais opérer, tu marcheras comme tout le monde dans notre gravité. Mais tu ne devras plus jamais retourner sur ta planète, parce que sinon, tu subiras les conséquences de cette opération. Alors, je ne sais plus exactement ce que c'est. On te le théorise en concept de SF. Et c'est ça, pour moi, qui manque non seulement à notre monde, mais aussi aux séries Star Trek actuelles. Tu regardes certains concepts de Discovery. Les concepts sont ce qu'ils sont. C'est leur application qui, pour moi, n'est pas nécessairement top. Il n'y a pas de conséquences. Tu peux choisir d'être ce que tu veux, qui tu veux. Il n'y a plus aucune conséquence. Il n'y a plus aucune responsabilisation, ni même responsabilité. Que ce soit personnel, ou que ce soit autour de toi. Picard fait pas mieux. Enfin, la série. Hein, je parle de la série, pas le personnage. Le personnage faisait beaucoup mieux dans TNG. Et ça, c'est un truc qui me manque cruellement, et que j'ai envie d'appliquer à la définition propre à Star Trek, c'est cette remise en question, cette mise en place d'un équilibre entre science sociale et science dure, entre choix, cause, conséquence et responsabilité et responsabilisation. Et c'est ça que j'aimais bien, en fait. Et même dans la KTL, c'est con, même dans la KTL, alors ça a été fait de façon maladroite, mais malgré tout, Kirk, à des moments, se mange certaines de ses décisions. Conséquences. Il est obligé d'affronter, d'assumer les conséquences de ses actes. Il ne peut pas passer entre les mailles de filet tout le temps. Même la KTL le met en place. Voilà. Et voilà, ça pour moi, c'est ce qui fait la force de Star Trek.
Ok. Voilà. Ouais, ok, c'est une très belle conclusion, merci. Margot, Matou, ouais. Rapidement, puis je laisse à Margot, par rapport à la définition qu'a donnée Dragor, nous sommes dans un système de production capitaliste, et donc sa définition s'applique à l'ensemble des œuvres d'une société capitaliste. La littérature a réussi à faire une effraction là-dedans. Tu as un éditeur, tu as des droits d'auteur, mais quand tu as un certain nom, tu peux toujours presque t'auto-éditer de nos jours. Tu peux faire des livres sur Internet et les donner. Enfin bref, il y a plein de moyens de s'affranchir de la production telle qu'elle est. Et mon combat, et ce que j'ai toujours dit, c'est que la création audiovisuelle doit s'affranchir des règles actuelles capitalistes. Dit autrement, il faut que les auteurs, qui sont les créateurs, qui sont ceux qui permettent à un imaginaire de se déployer et de toucher du monde, puissent être beaucoup plus propriétaires, puissent avoir beaucoup plus accès à des canaux de diffusion que simplement de devoir passer par le système des studios, le système d'être diffusé à la télé, le système d'être passé dans un streaming. Il n'y a absolument rien techniquement qui empêche que la création soit beaucoup plus accessible par des auteurs. Je prends un exemple tout bête. Tu as beaucoup de séries, je prendrais la série Hannibal par exemple, où il y a un certain nombre de fans qui seraient prêts à payer pour que les gens puissent avoir, parce qu'un acteur, les techniciens, ça coûte de l'argent. Mais bref, il y a assez de personnes qui pourraient investir en crowdfunding, comme on dit, pour qu'un téléfilm ou une mini-série puisse voir le jour. La question n'est donc pas du financement, qui a toujours été le nerf de la guerre par rapport à le système capitaliste. Non, la vraie question, c'est les droits d'auteur qui est détenu par le studio. C'est-à-dire même la diffusion. Même de nos jours, on pourrait le faire. Diffusé par YouTube, etc. Donc il y a un nœud, et Star Trek en est victime, comme beaucoup d'autres univers actuellement, qui sont, comme l'avait très bien dit, des éléments qui rentrent dans un système économique. Donc ma réponse est très simple, ce système est contraire à l'esprit créatif. Il doit être au minimum, revu, si ce n'est renversé. Ok, faut tout cramer, je suis bien d'accord avec toi là-dessus. Marco, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Guillaume, tu vas rebondir. Non, je dis juste que j'approuve totalement ce que dit Matou, je suis d'accord avec lui. Voilà. Je suis d'accord aussi, et j'ai pour l'instant pas grand-chose à ajouter à ce qui est dit là pour ce sujet-là. Pour le moment. Ok. Ça marche. Bah écoutez, je vous remercie tous les quatre d'être venus avec moi ce soir pour parler de Star Trek, pour dire à quel point cette série ressemble à toutes les autres maintenant. C'est fini, il n'y a plus de rêve. Non, mais non, évidemment que si. Alors moi, je prépare un truc dans mon coin, si vous voulez, on pourra en parler une fois. Mais... Voilà. Non, mais oui, évidemment. Et de toute façon, là, par contre, je vais revenir sur un truc qui a été dit dans un podcast il y a très, très, très longtemps, celui où on avait interviewé Rich Handley. C'est le docteur d'Isaïus qui parlait à propos de la planète des singes, et non pas de Star Trek, mais c'est tout à fait transposable à Star Trek. Même si aujourd'hui, ça nous plaît pas, même si aujourd'hui, on trouve ça carrément nul, eh bien, ça fait que aujourd'hui, il y a encore des gens qui s'intéressent à ce qui a été fait. Et aujourd'hui, il y a encore des gens qui font ce qu'on appelle des science-fiction, des fanfictions, ou qui font des choses. Il se passe toujours des choses grâce à ce qui est fait aujourd'hui. Moi, je suis arrivé parce que quelque chose que les gens n'aiment pas trop, le film de 2009. Margot est rentrée par le film de Into Darkness, etc., etc. Voilà. Et pourtant, je pense qu'on n'est pas les personnes les plus détestées de ce podcast, Margot et moi. Guillaume, bon, je sais pas trop. Je plaisante. Ok. Donc voilà, longue vie, prosopopée, vive Star Trek quand même. Merci beaucoup, Margot. À très bientôt. Un petit dernier mot pour la fin, en sachant que il est possible qu'on ne t'ait pas du tout entendu de tout ce podcast. Tu n'as pas été coupé au montage, c'est juste que problème technique, et probable, plus que probable même, je crois que c'est quasi sûr que ta piste a disparu.
Voilà. Mais c'est ma faute pour le coup, donc non, si c'est pas de ta faute, c'est un problème internet. Voilà, mais si jamais je coupe au montage, bah tant pis. De toute façon, vous Ah, avez nous, on apporté t'aime beaucoup. Vous avez quand même apporté beaucoup d'arguments qui. Voilà, vous avez pas eu besoin de moi pour faire tourner l'émission, on va être honnête, donc donc quoi qu'il arrive, l'émission sera. Si, non, tous les points ont été notés suite à ton intervention au démarrage de l'émission, hein, donc et je ne suis c'est pas tellement d'accord. dommage parce que cette intervention-là était très bonne en vrai. Bref. Un dernier petit mot pour conclure, Margot. Oula, tu me prends court. Après, quoi qu'il arrive, même si je suis moins satisfaite des séries Star Trek ou des films ou quoi que ce soit aujourd'hui, je vais quand même continuer à suivre ce qui se fait. Et j'ai envie de dire, si on n'est pas satisfait de ce qu'on a maintenant, on a toujours moyen de revenir sur ce qui a été fait ou quoi. Donc, en soi, c'est pas perdu. Je veux dire, ce qui est fait maintenant ne va pas gâcher le souvenir de ce qu'on a eu et tout ça. Donc, et puis, on a encore des bonnes surprises. Donc, je me dis que l'univers Star Trek n'est pas totalement perdu. Donc, voilà. Ok. Un petit mot de conclusion, Matou. À propos de crowdfunding, j'aimerais qu'on lance une cagnotte pour que Margot arrête d'habiter dans une grotte. J'espère avoir la fibre un jour. Mais je pense qu'en plus, là, ça vient surtout aussi du logiciel de montage. Hein. C'est pas du logiciel de montage, mais d'enregistrement. Il faudra voir. Il faudrait peut-être investir dans un Zoom ou un truc comme ça pour plus avoir ce genre de problème. Ok, bon. C'est ton véritable dernier mot. Tu es sûr de toi, Matou? Je dirais que Margot a parfaitement conclu. Ok. Captain Garen. Vas-y, mon lapin, on t'écoute. Non, moi je dirais en dernier mot. Juste, moi je me suis fait engueuler la dernière fois que j'ai fait ça. Ouais, mais lui, il a du pouvoir, tu vois. Non, je déconne. Non, je rebondirai sur exactement ce que tu as dit tout à l'heure, que effectivement l'activité Star Trek actuelle génère quand même du contenu ou d'autres activités. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour d'autres activités, du coup. Voilà. C'est la deuxième émission où je tease, mais je tease comme un gros salaud. J'en suis, voilà, hein, j'espère que tout va bien fonctionner, mais on se retrouvera probablement dans pas très longtemps pour de nouvelles activités, de nouvelles aventures. Voilà. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Thierry, un petit mot pour terminer. Pas grand chose à dire. Le Star Trek historique, c'est vachement bien. Et il y a des trucs appréciables nostalgique. Il y a des trucs appréciables dans les nouveaux Star Trek, mais c'est sûr qu'on n'y retrouve pas les caractéristiques que moi qui m'avaient attiré dedans. Même dans Lower Decks, que j'aime beaucoup, hein, mais je n'y retrouve pas les caractéristiques que j'ai citées en début d'émission finalement. Okay. Mais c'est pas grave. Voilà, ça fait venir du monde sur les stands en convention, ça fait des gens avec qui discuter, c'est sympa, et même si on n'est pas forcément d'accord, on peut être copains quand même. Voilà. Ok. Copains comme des... Ah mince, j'ai perdu le nom de cette espèce membre de la fédération fondatrice, les cochons de l'espace. Les côtés Télarites. Ouais, copains comme Télarites, ouais. Bref, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre écoute. Vous avez dans la description de cette émission les liens pour rejoindre le Discord de Galaxy Pop, parce que Star Trek pour les nuls, c'est une émission Galaxy Pop. Je suis censé le dire à l'introduction, j'oublie tout le temps. Je suis désolé. Et le lien également pour nous rejoindre sur notre Discord personnel. Comme je viens de le dire, dans les nouveautés, on a fait importer un générateur d'images par IA, Wombo par Dream, si vous voulez venir vous amuser, c'est par ici. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée Margot, à bientôt. Bonne soirée à tout le monde, bye bye. Bonne soirée Matou, à bientôt. Ok. Bonne soirée à tout le monde et bye bye. Bonne soirée Guillaume, à bientôt. Bonne soirée à tout le monde et bye bye. Bonne soirée Thierry. J'ai tout frappé. Bonne soirée tout le monde, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et à bientôt.
Hop. Merci enfin d'un peu d'originalité. Oh, tu seras coupé au montage, Margot. Non. Alright, motherfuckers. Let's fucking party tonight. Alright, let's go. I got a big bald head, all the better to make love. You find me in the club, fucking it up. Tuck my dick up in my legs and I tape it up. Now I look so pretty, I'm $1,000,000. I'm a cross-dressed man and I'm here to dance. I got an inch where I'm stuggling in my boot cut pants. If you see me cry, you better walk on by, cause I don't wanna share the pain that's inside. 5'9" in my 6-inch boots. Ladies, would you like to get loose? Ladies, would you like to get wild? Ladies, would you show me that moose? Knuckle, the buckle of my belt's untied. The shade's jet black, but the mustache wide. I just wanna sniff cocaine all night while I shake these thighs in the laser lights. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Come on, baby, give it to me. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Come on, baby, give it to me. I'm an angry man, but I'm a soft old sod. I got a couple mates and they lost the plot. Don't need a girlfriend or a stable job. I'll be sitting on the bog just hopping a womp. No need to drive, I just drop to me hands and feet. I scuttle like a beetle. When times get rough, I dust off the cocaine pack, sniffing from an ass like a beagle. Listen up, pal, I could die right now. Blood's pumping like a newborn cow. Robot dance while I take my shirt off. My heart's gonna explode like pow. Whoa, come on, have a bump with me. One'll be enough for me. Come on, baby, fuck with me. I got the horn and I'm giving out my love for free. One time for the ladies. Come on. One time for the men. Come on. One time for everyone in between. Yes, you gotta love them. Come on. Come on. One time for the ladies. Come on. One time for the men. Come on. One time for everyone in between. Yes, you gotta love them. Come on. Come on. 1, 2, 3 to the bastard 4. My ex-wife is a bastard whore. 5, 6 to the bastard 7. Kickers in the balls like David Beckham. 8, 9 to the bastard 10. Picking on a crotch like a free-range hen. Raising a glass to the gays and the bis and the trans and the girls and the big bald men. You better not assume my pronouns. You ain't got a clue what I feel inside. Shake my ass while I play Beyonce. You wanna come fuck me, then get in line. I'm a top shelf piece of ass. Don't touch what you can't afford. If I spin that pole, better give me cash. And then I clap them cheeks and I'm out the door. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Come on, baby, give it to me. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Come on, baby, give it to me. One time for the ladies. One time for the men. One time for everyone in between. Yes, you gotta love them. One time for the ladies. One time for the men. One time for everyone in between. Yes, you gotta love them. This is a video of me expressing myself, and if you don't like it, you can fuck off!